Fake news proposé dans le cadre du salon namurois des outils pédagogiques. Ce salon est organisé en partenariat par le Centre de ressources de la province de Namur, le CLPS de Namur et le CAI. C'est déjà notre 6e édition. En fait, on y est déjà et cette fois-ci exceptionnellement en virtuel, mais elle a pas mal de succès. On est assez content de comment ça se passe. Et cette conférence-ci, je ne sais pas si c'est le sujet ou Vincent Flibustier, ou les deux, mais en tout cas, elle a vraiment drainé beaucoup de succès. Et donc, on voit que c'est vraiment une question d'actualité, un sujet d'actualité. J'en profite déjà d'ailleurs pour remercier tout particulièrement et tout chaleureusement Vincent Flibustier, qui est notre conférencier du jour. Alors, pourquoi avons-nous choisi la question des fake news? Ben, c'est pas compliqué et le succès de cette conférence le montre. Aujourd'hui, bon nombre de personnes, de jeunes, de moins jeunes, s'informent principalement via Internet et les réseaux sociaux. Je pense que je suis dans les vieux ringards qui regardent encore à 19h30 le JT. L'avantage, c'est que l'information, elle, devient plus accessible partout, à tout moment, et par une grande majorité d'entre nous. L'inconvénient, c'est que cette information peut également être fausse, que son but n'est pas d'enrichir la connaissance de toutes et de tous sur le fonctionnement du monde, mais bien de tromper, de manipuler celle ou celui qui la lit. Je ne parle évidemment pas de toutes les informations, mais certaines en sont. Et les conséquences, évidemment, chez les individus et particulièrement plus particulièrement certains individus, comme dans la société, sont dommageables. Donc, une compréhension du monde tronquée, une méfiance, évidemment, envers les institutions ou vers certains sujets, une peur ou un rejet de l'autre, une polarisation des débats, le renforcement de tensions entre des communautés aussi, et enfin, la mise en danger de nos démocraties. Et ce n'est pas un petit mot. Lutter contre la désinformation est devenu un des défis du XXIe siècle, surtout en cette période-ci. Moi, je rajouterais surtout en cette période-ci de Covid, où on est tous encore plus sous nos écrans. Aujourd'hui, on est le cas, on est bien l'exemple. Et pour les générations actuelles de citoyens et de citoyennes, mais aussi et surtout pour les futurs. Donc, apprendre à les reconnaître, adopter des réflexes de vérification des informations, c'est exercer une citoyenneté active, critique et responsable. Et c'est ce dont nous voulons contribuer avec cette conférence-ci et au quotidien d'ailleurs par rapport à nos publics. C'est aussi le premier pas pour construire et pour renforcer le vivre ensemble. Voilà, je ne serai pas plus longue pour cette introduction et donc je m'arrête là. Et je vous souhaite une bonne conférence à tous et à toutes et une belle après-midi. Merci beaucoup à Madame de Sissi de l'introduction. Voilà, merci au CAI de l'invitation. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Comme l'a indiqué Madame de Sissi, effectivement, je travaille dans les fausses informations, on peut le dire, depuis maintenant quelques années, puisque j'ai créé le site parodique Nord-Presse en 2015. Donc, tout d'abord, je vais vous dire que je vais commencer par me présenter vite fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui a de l'importance et c'est un truc dont on va parler juste après. C'est de savoir d'où on parle et qui parle lorsqu'on voit passer une information, puisqu'on a souvent tendance dans le monde d'aujourd'hui et en fait depuis toujours, notamment chez les journalistes et dans les médias traditionnels, à essayer d'expliquer que on a un rapport neutre à l'information, que ce soit du côté de l'émetteur ou du récepteur. Or, que ce soit l'émetteur ou le récepteur, personne n'est neutre face à l'information. Et la neutralité journalistique est un idéal, mais qui est complètement fantasque selon moi, puisque je pense que le mieux qu'on peut essayer d'avoir, c'est en tout cas de l'honnêteté intellectuelle, mais de la neutralité, évidemment, c'est extrêmement difficile à atteindre. D'autant plus que personnellement, je pense, et je pense que le réel comme les études scientifiques le montrent, la liberté d'expression aujourd'hui, qui est quelque chose que nous avons à chérir, a bien souvent tendance à empiéter finalement sur nos libertés, à empiéter sur des mots qui sont un petit peu bateaux comme ça, hein, mais qui pourtant sont tellement importants, le vivre ensemble, la possibilité de faire nation ensemble, de faire société. Et j'ai beau être quelqu'un qui suis extrêmement défenseur de la liberté d'expression aujourd'hui, étant donné que nous plaçons, et nous, quand je dis nous, c'est nous sur les
réseaux sociaux, nous les médias qu'on regarde en tout cas, souvent deux opinions complètement sur un même pied d'égalité, alors qu'une opinion peut être tenue par quelqu'un qui ne connaît absolument rien au sujet face à un expert. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir voir un petit peu plus d'où les gens parlent et réfléchir et remettre parfois un petit peu l'église au milieu du village et cesser parfois, c'est un truc pour lequel personnellement je me bats beaucoup, de mettre l'information comme étant simplement du débat. Parce que le débat public est évidemment quelque chose d'extrêmement important, mais on est aujourd'hui dans une société complètement du commentaire. Je pense que les médias ont amené ça depuis quelques années avec toutes les émissions de débat un petit peu populaires, etc., où n'importe qui téléphone et donne son avis bien souvent sur des sujets auxquels il ne connaît absolument rien. Et j'ai quand même fortement l'impression qu'en général, quand ce genre d'espace d'expression devient plutôt bien souvent des cafés du commerce, qu'on a aujourd'hui encore bien plus sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il est du coup important de pouvoir tous se rendre compte qu'en fait, on participe parfois nous-mêmes à nourrir la haine qu'on essaie de dénoncer. C'est un truc dont je vous parlerai vers la fin de la petite formation ici. C'est qu'il faut pouvoir éviter de tomber dans les pièges qui sont tendus notamment par l'extrême droite, qui sont tendus par des gens qui veulent simplement diviser la société. Et bien souvent, le meilleur moyen de combattre de la fausse information, c'est en tout cas de ne pas la nourrir. L'ignorer n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas la nourrir n'est pas nécessairement l'idéal. Je voulais donc ici vous introduire la manière dont personnellement je vois les choses en termes d'éducation aux médias et d'esprit critique par rapport aux fake news, par rapport à l'information qu'on lit sur Internet en général. Je pense que ce qui est les principaux enjeux et ce qui rend extrêmement difficile l'enseignement ou la diffusion d'informations à ce sujet, c'est que chaque tranche d'âge avec lesquelles, par exemple, je travaille dans des formations, dans des écoles, dans des associations, etc., chaque tranche d'âge est différente. Chaque tranche d'âge, chaque milieu socioculturel n'a pas du tout le même rapport à l'information. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui, par exemple, un groupe de jeunes qui sont principalement sur Snapchat et un autre âgé de 2 années de plus qui sont principalement sur Facebook, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'information, notamment par des phénomènes de bulles de filtre, etc. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe et c'est du coup pas étonnant effectivement que avec le manque de moyens qu'on met dans tout ce qui est éducation aux médias chez nous en Belgique, mais c'est pareil en France, on en soit à un constat qui est assez dramatique. Et je pense que c'est un constat qui est un petit peu pessimiste sûrement, et je le dis un petit peu au second degré, ne le prenez pas mal, mais je pense qu'il y a des personnes plus âgées qu'on a fatalement plus de mal à toucher que les jeunes qui sont par exemple à l'école, dans des associations, etc. Et que donc, si jamais il y a peut-être une génération qui est perdue par rapport à l'esprit critique et qu'on ne récupérera jamais, l'enjeu en tout cas aujourd'hui, c'est d'essayer que la génération suivante soit plus critique. Et personnellement, je suis plutôt confiant. Et je pense que on a beaucoup à apprendre d'une certaine jeunesse qu'on prend parfois pour des imbéciles et qui en fait ont un regard beaucoup plus critique que nous les plus âgés sur l'information qu'ils lisent. Et voilà. Et du coup, j'en arrive du coup à ce troisième point qui est effectivement la pertinence, parce que j'ai souvent des contacts avec des professeurs qui m'expliquent qu'effectivement, ils n'ont de toute façon pas le temps de s'intéresser énormément à ces sujets-là et qui se retrouvent du coup très peu légitimes de parler aux jeunes. De ce rapport à l'information, puisque eux-mêmes ne voient pas la même information. Si vous avez comme seule ou comme principale source d'information le journal télévisé, vous allez avoir beaucoup de mal fatalement à aller parler de l'information qu'ils peuvent lire sur TikTok, puisqu'aujourd'hui on lit de l'information sur TikTok, même si évidemment c'est pas du tout le même type d'information, mais on en lit, on en partage beaucoup, et étant donné qu'on est tous déconnectés, qu'on est tous rattrapés par une évolution qui va beaucoup plus vite que nous, c'est extrêmement difficile du coup de se tenir à jour, et c'est pour ça que je ne prêche pas spécialement pour ma chapelle, mais je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir faire appel à des intervenants extérieurs, à des gens d'experts sur ce sujet comme sur d'autres, et arrêter d'essayer parfois de croire qu'on connaît tout sur tout. Et voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce que je dis est parfaitement critiquable, que je ne pense pas avoir la vérité absolue sur le sujet. Je pense que sur le sujet, personne ne l'a, puisqu'on est sur des sujets tellement complexes qui font appel à tellement de notions de sociologie, de politique et autres, qu'évidemment, personne ne tombera jamais d'accord sur la meilleure manière d'enseigner de l'éducation aux médias.
Un autre truc, du coup, dont je voulais vous parler aussi par rapport à moi, euh, pour vous situer, qui vous parle, c'est que j'ai mené depuis quelques années un certain combat contre une certaine presse et certaines personnalités politiques françaises qui ont eu la grande joie de déposer plainte contre moi, des plaintes qui n'ont d'ailleurs jamais rien donné, hein, autant se le dire. Donc j'ai la fierté d'avoir eu Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen 2 fois, Christine Boutin, et également un journal bien connu ici en Belgique qui s'appelle Sudinfo, donc le site internet du groupe Sud Presse, dont je ne vais pas parler énormément, mais que je vous parle ici un tout petit peu pour vous montrer quelques exemples qui, pour moi, font du mal à l'information plus que ce qu'on pourrait considérer comme les fake news traditionnelles. Puisque les fausses informations, la déformation de l'info n'a évidemment pas attendu Internet. Et au-delà des fausses informations, il y a aussi énormément d'informations qui, selon moi, font du mal à l'information avec un grand I, qui sont de la presse un petit peu de caniveau et une manière de traiter, par exemple, les faits divers de manière extrêmement trash et violente. Lorsque vous voyez des publications comme celle-ci qui invitent à voir qu'il y a une photo et vidéo en les mettant en majuscules, c'est évidemment pour pousser les gens à cliquer et à aller voir des photos glauques, des photos qui, pour moi, et évidemment, on peut penser le contraire, n'ont strictement rien à voir avec de l'information et sont simplement du voyeurisme. Dans un autre genre, ceci date d'il y a quelques années, mais des articles comme pluie de gros seins chez les Miss, photos plus vidéos, ne me semblent pas être tout à fait des informations qu'on devrait financer. Dans un autre genre, et là-dessus, j'ai personnellement été condamné pour ça, pour avoir dénoncé cet article d'une certaine manière. On vit quand même dans un pays aujourd'hui qui a normalisé le fait qu'on puisse sortir une carte des musulmans de Belgique commune par commune, une carte d'ailleurs qui est complètement inexacte puisque basée sur des vagues estimations. Et personnellement, je suis énormément le paysage politique français et médiatique français puisqu'il est plus grand et donc plus riche au niveau de l'information. Et je suis extrêmement inquiet de voir comme cette carte des musulmans de Belgique date maintenant il y a quelques années, mais comment quelques années des termes, des idées, des idéologies qu'on considérait comme quasiment ou carrément néo-nazis sont rentrés dans le langage courant dans le monde médiatique. Il y a des mots en France qu'on entend énormément aujourd'hui et qui commencent à arriver vu qu'on a souvent un effet de transfert comme ça avec nos voisins français. Il y a des mots qui n'existaient pas avant ou qu'on n'osait pas, que les médias n'osaient pas utiliser, les politiques n'osaient pas utiliser, qui maintenant sont normalisés comme islamo-gauchiste, remigration, qui est quand même l'idée qu'on va prendre toutes les personnes d'origine étrangère et les renvoyer de force dans leur pays où ils ne sont parfois même pas nés. C'est des concepts qui étaient réservés complètement à l'extrême droite la plus dure il y a quelques années et qui sont rentrés dans le champ lexical d'un certain nombre d'intervenants aujourd'hui sans absolument aucun problème. Et je trouve ça terriblement inquiétant. Pour vous donner un autre exemple ici aussi, comme quoi il y a une certaine impunité d'un certain nombre de diffuseurs d'informations, puisque sur cette une que vous voyez ici, qui date de 2016, nous indiquant qu'il y avait une invasion de migrants à la côte et que la côte belge était menacée. Pour vous raconter la petite histoire derrière cette une dont vous devez vous souvenir, le journal en question a été condamné au Conseil de déontologie, mais il n'y a pas ni de condamnation, il n'y a rien de contraignant là-dedans. Donc finalement, personne n'a dû payer 1 euro à qui que ce soit dans cette histoire. Il faut savoir que l'histoire qui se cache derrière cette photo, c'est qu'à l'époque, Michel Marteau, qui était le rédacteur en chef, qui depuis a été débarqué et est passé chez Netis, le rédacteur en chef de l'époque de Sud Presse avait déjà fait cette une à l'avance sans avoir la photo. Et il a donc envoyé des journalistes et un photojournaliste sur place dans le coin de la jungle de Calais et de Grande-Synthe, au nord de la France. Et le journaliste en question a pris cette photo que vous voyez ici. Et sur cette photo, ce qu'on voit, donc, c'est la frontière entre la France et la Belgique. Et ce qu'on a très peu dit, et je suis pas sûr que quelqu'un en ait vraiment parlé derrière de ce dont il s'agissait vraiment à l'époque. En fait, il s'agit de 3 jeunes migrants, effectivement, qui avaient été déposés là à la frontière par un autre gars qui avait une camionnette. Et ils venaient en Belgique pour 5 minutes pour acheter des cigarettes parce que c'était moins cher. Donc en fait, on a ces 3 migrants qui ont passé la frontière belge pendant 5 minutes pour acheter des cigarettes. Et ça s'est transformé en invasion de migrants, la côte belge menacée. Et
ce genre d'information, parfois, bien souvent, en fait, marque les gens. Et à partir du moment où ces informations ne sont pas démenties, ça finit par rentrer dans la tête des gens. Et on a en fait une désinformation, une exagération complète de certaines informations pour un business de la peur qui finalement commence vraiment à impacter toute la société. Et je pense qu'on doit vraiment faire extrêmement attention à ça. Et en plus, c'est un truc dont je vous parlerai un petit peu plus tard aussi. À partir du moment, et vous l'avez sûrement déjà remarqué, où vous avez une fausse information qui est diffusée, elle va avoir peut-être, allez, on va dire 10 000 partages pour une fausse info diffusée. Lorsque vous allez avoir un démenti, ce démenti en général, et tous les journalistes qui en ont fait l'expérience vous le diront, ce démenti il va être partagé 6 fois. Hein. Parce qu'en fait, finalement, et c'est un truc dont je vais vous parler juste après également par rapport au biais cognitif, on a tous tendance à vouloir capter de l'information qui va remplir notre biais de croyance, qui va nous faire du bien, qui va en fait aller dans le sens de ce qu'on pense déjà. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, notamment à l'époque des réseaux sociaux et à l'époque des algorithmes, c'est qu'on doit réussir à penser contre nous-mêmes et à nous sortir parfois de nos préjugés. Et je sais qu'il y a énormément justement d'associations comme le CAI hein, ou comme justement tout ce réseau associatif qu'on a tendance à décrédibiliser parfois sur des questions qui nous semblent aujourd'hui un petit peu désuètes, alors qu'en fait elles sont plus importantes que jamais. Parce que les questions des préjugés, je me souviens étant plus jeune, on en parlait énormément. Et finalement, on a parfois tendance à avoir l'impression qu'une sensibilisation qui a duré pendant 15 ans n'a plus besoin d'être continuée parce qu'on l'a suffisamment fait. Or, on le voit sur des questions comme, je sais pas, la prévention des IST, par exemple, qu'à partir du moment où on arrête la prévention, ça remonte et que donc il y a un travail continu à faire sur ces questions-là et que dans une période de trouble, de crise, de confiance économique, sanitaire, c'est d'autant plus dans ces moments-là où on a besoin justement de formes de gardiens de la démocratie par rapport à l'information qu'on voit. Je voulais vous montrer encore 2 petits exemples ici qui sont plus anciens et donc effectivement il y a une certaine évolution dans le traitement de ces questions-là dans la presse ces dernières années, qui selon moi ne va pas suffisamment vite, mais j'ai quand même l'impression que c'est moins pire qu'avant. Il s'agit de la manière dont on traite les violences conjugales et quand on traite les femmes, tout simplement. L'exemple que vous voyez ici à gauche et que je ressors régulièrement, mais qui est assez emblématique et en fait n'est pas si rare que ça, c'est d'aller chercher, étant donné qu'il y a énormément de violences conjugales hein, autour de nous malheureusement, eh bien certains médias pour faire un peu de buzz sur certaines informations, vont aller chercher un micro-détail de l'histoire pour essayer d'en faire un titre marrant. Et donc, on transforme l'histoire d'une femme battue en l'histoire de 2 poissons rouges qui sont morts. Ha ha ha, que c'est rigolo. Et on se retrouve, vous voyez, avec 2100 j'aime, 58 réactions. Alors que si le titre avait été « Un homme bat sa femme », point, évidemment, il n'y aurait pas eu ces réactions-là. Et je pense que en rendant drôle et amusant la violence, qu'elle soit faite aux femmes ou à d'autres personnes d'ailleurs, on la normalise. Dans un autre genre aussi, cet article-là qui vient évidemment aussi du même journal, il est vraiment emblématique de la manière dont parfois soit les journalistes sont malveillants, soit désolé de le dire, mais ils sont un peu bêtes, parce que ici, en l'occurrence, il faut savoir que les chiffres qui sont avancés là, c'est que 17% des suspects mœurs sont des femmes. Il faut savoir que dans les affaires de mœurs, il y a la prostitution. Donc, c'est-à-dire que dans les chiffres officiels, on met dans la même catégorie la prostitution et une femme qui se fait violer. Voilà. Et du coup, ici, on a un média qui va nous sortir le fait qu'en fait, les femmes ne sont pas si innocentes que ça dans les violences sexuelles, alors qu'en fait, dans les chiffres, je sais pas les chiffres comme ça, mais je crois que 98% des violeurs doivent être des hommes. On nous explique ici que 17% des suspects meufs sont des femmes et que d'ailleurs, l'incitation à la débauche est une spécialité féminine. Et du coup, on met sur le même plan, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir hein, sur la prostitution, on met sur le même plan la prostitution
et les agressions sexuelles. Enfin, j'en ris jaune, tellement c'est terrible et dingue de voir des choses publiées comme ça. Parce qu'en fait, un titre pareil, ça reste dans la tête des gens. Et c'est des choses que personnellement, je lis régulièrement sur les réseaux sociaux, de voir des personnes qui vont sortir ce genre d'idées reçues qu'ils ont lues une fois et qui finalement les marquent parce que pour tout un tas d'hommes, c'est facile de penser qu'en fait, ils sont pas si coupables que ça. Un autre truc dont je voulais vous parler également, avant de terminer cette petite introduction sur mes petites marottes, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à tout mettre, à trouver comme seule solution à la haine qu'on voit sur les réseaux sociaux et à la bêtise et aux fausses informations, etc., sous l'angle de la modération. D'ailleurs, là, personnellement, rien que le mot modération de la haine, l'expression me dérange, puisqu'en fait, personnellement, je trouve que la haine, ça ne se modère pas, ça s'élimine, ça se nettoie, ça se combat, mais ça ne se modère pas la haine. Parce ce qu'on fait littéralement en modérant la haine, c'est la mettre sous le tapis. Et je vais vous montrer un exemple ici qui est très, très... qui devrait vous être assez parlant. Je vais juste, excusez-moi, c'est le seul moment où il va y avoir du coup une petite micro-interruption. Je vais vous partager ici mon écran. Voilà. Voilà. Je vous partage ici mon écran. Avec hop. Voilà. Vous voyez bien les martiens ici? Quelqu'un peut me faire signe? Voilà. Oui. Vous les voyez? Ou alors attendez, je vois pas le chat en fait. Attendez, je vais mettre juste le chat. En fait, je l'avais pas vu. Du coup, je vois pas vos commentaires. Hop, voilà, vous voyez bien, super, vous voyez les martiens. Pardon, désolé, je viens seulement de prendre vos commentaires, je les vois seulement maintenant, ça va, il n'y en a pas trop eu. Donc voilà, ici j'ai demandé sur la page Nord-Presse tout à l'heure aux gens de mettre des commentaires haineux envers les martiens, hein, les réfugiés martiens qui se posent en France et touchent 25 000 euros d'allocation familiale. Donc voilà, on a ici tous les gens qui s'inquiètent pour une fois de nos SDF terriens. Alors pour vous montrer comment fonctionne la modération sur Internet, dans la plupart des médias, sur la plupart des pages sur Facebook, c'est qu'en fait, un média, lorsqu'il voit quelqu'un qui va dire il faut virer tous ces martiens, il faut tous les brûler ces martiens, ils n'ont qu'à mourir sur le chemin de la Terre, ils ont bien choisi de partir, de toute façon les martiens, ils ont qu'à rentrer sur leur planète, etc. Mais en fait, ce que va faire le média, c'est que si jamais imaginez que je fais ceci et que je supprime le commentaire, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a mis le commentaire, elle va pas être contente, elle va venir se plaindre, peut-être qu'elle va quitter la page, peut-être que si c'est quelqu'un qui est abonné au journal papier, il va se désabonner. Du coup, on ne supprime pas les commentaires quand on est un média responsable. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, je vous parle évidemment au second degré, on masque le commentaire. C'est ce que font tous les médias. C'est ce que font absolument tous les médias. Et pour aller plus loin, la Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles finance même la modération des commentaires via un subside spécial pour l'aide à la presse. Donc, c'est-à-dire qu'on finance le fait de masquer les commentaires. Comment ça marche de masquer un commentaire? On le masque comme ceci. Alors, vous voyez ici, chez moi, il apparaît en grisé. Et en fait, chez vous, lorsque vous allez aller sur ce post ici sur la page, vous n'allez plus le voir. Les seules personnes qui vont continuer à voir ce commentaire, c'est la personne qui a écrit le commentaire, ainsi que tous ses amis. Donc, ça veut dire que si la femme ici, elle avait critiqué non pas les martiens, mais vous voyez une autre catégorie de personnes, par exemple, qui régulièrement meurent en Méditerranée ou essayer de fuir des dictatures, ou simplement des gens qui ont une autre couleur de peau. Ce commentaire-là, en fait, pour elle, elle ne va pas voir que ce commentaire a été supprimé. Elle va avoir l'impression donc que son commentaire est complètement légitime. Et pire que ça, ses amis vont, donc tous ceux qui sont en amis avec elle sur Facebook, vont continuer à voir le commentaire et vont pouvoir répondre en dessous. Et donc, c'est-à-dire qu'imaginez qu'ensuite, sous le commentaire de Nathalie, on a un de ses amis qui disent « Mais écoute, il faut qu'on aille faire une ratonnade contre les martiens et on va brûler leur maison. » Mais en fait, ce commentaire-là, personne ne le verra sauf Nathalie et ses amis. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a choisi cette solution facile qui est de dire qu'on va masquer les commentaires, qui est vraiment une fonction que Facebook a mis en place justement pour permettre aux pages de masquer la haine, de masquer la bêtise, de masquer les fausses informations d'un certain public, sans pour autant qu'ils s'en rendent compte. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi
le shadow ban, hein, donc c'est-à-dire qu'on va réduire la visibilité de votre publication, mais sans la supprimer. Parce que si jamais on vous la supprime, vous allez vous barrer. Facebook fait la même chose avec certains types de contenus, par exemple les contenus anti-vaccins, etc. Ils ne sont pas supprimés, ils sont moins visibles parce que Facebook n'a pas envie de se priver de son audience anti-vaccin. Et je pense qu'on doit tous avoir une réflexion là-dessus parce qu'en fait, moi, ça fait des années que je parle de ça, on voit bien que cette politique de modération de la haine sur les réseaux sociaux ne fonctionne pas et que la haine ne fait que grandir. Et en fait, bien souvent, déjà, la modération n'existe pas. Et en plus de ça, quand elle est faite, elle ne fait que mettre la poussière sous le tapis. D'autant plus qu'il y a énormément de propos qui relèvent du pénal qu'on lit sur Internet. À partir du moment où moi, je cache ces commentaires qui relèvent du pénal, pour moi, c'est comme mettre une couverture sur un meurtre pour le cacher. C'est aberrant, en fait. On essaye toujours de travailler finalement à guérir plutôt que prévenir, plutôt qu'empêcher que ce genre de choses se produisent et plutôt qu'à la fois éduquer et aussi sévir, parce que quelqu'un qui irait crier dans la rue que tous les Martiens doivent être brûlés et n'ont qu'à rentrer sur leur planète, cette personne risque quelque chose si elle le crie dans la rue. Sur Internet, aujourd'hui, il y a encore une certaine impunité et personnellement, je pense que ça devrait changer et que surtout, on doit arrêter de croire que ça permet de s'en sortir et que la politique de modération est efficace. Elle est complètement inefficace et on doit vraiment aller plus loin à la fois dans la prévention et finalement dans le fait de faire réaliser aux gens que ce qu'ils disent est réel. Et bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'assumeraient pas ces propos dans la rue, qui ne se rendent pas compte, en fait, que ces propos ont un impact, que ces propos sont dangereux, que ces propos sont haineux, sont violents. Et je pense que voilà, on doit vraiment cesser de laisser passer ça. Et je vous repartage donc, hop, voilà. Et j'avance. Voilà, c'est tout. Assez parlé de moi. Je continue tout de suite avec la suite, mais je voulais vous présenter un petit peu ma personne. Voilà. Donc, attendez, je reprends juste. Où est-ce qu'ils sont passés vos commentaires? Sûrement très, très, très intéressants. Eh bien, s'il y en a, attendez, je les récupère. Voilà, je les ai ici au cas où. Voilà, c'est super. Donc voilà. Petite introduction. Donc je vous dis, on va être ici pour environ 1 heure. À la fin, il y aura un quiz. Donc soyez bien attentifs. Il y aura donc un petit quiz et puis des questions-réponses. Et n'hésitez pas à intervenir à tout moment dans le chat également, parce que j'ai les yeux sur le chat directement. Je vous ai fait ici un petit résumé de, selon moi, qui diffuse principalement de l'information sur Internet et du coup, comment se positionner par rapport à cela. On a principalement 3 types de diffuseurs d'informations aujourd'hui sur Internet. On a les gens, qui sont vous et moi, on va dire les personnes dont l'activité principale ou même secondaire n'est pas de diffuser de l'information. On est des personnes, des citoyens lambda, et je les représentais avec un petit visage fâché, parce que les gens, ils sont fâchés sur Internet en général. On a les robots, les bots, les programmes informatiques. On a énormément aujourd'hui d'informations qui est diffusée de manière complètement automatique et de plus en plus. Par exemple, c'est un truc que moi j'ai appris récemment. J'étais en fait finalement pas si surpris que ça, mais il y a énormément, par exemple, d'articles dans les médias sportifs qui aujourd'hui sont des articles complètement générés par des algorithmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer la liste des résultats sportifs et ça va créer des phrases automatiques genre Anderlecht a battu Bruges, machin, 2-1. Et en fait, il n'y a plus un seul journaliste qui même fait quoi que ce soit comme travail. C'est juste des données qui arrivent et qui sont retraitées et qui sont retravaillées pour créer des articles et donner des résultats sportifs. Parce qu'effectivement, de toute façon, enfin voilà, ça sert à remplir, à faire des phrases et à remplir du contenu avec un petit peu du vide, quoi, finalement. Et donc, la troisième catégorie sont les médias, stars, grands médias, youtubeurs, etc., qui sont en fait la catégorie que j'appelle, entre guillemets, médias professionnels, puisqu'il s'agit de personnes qui ont, d'une certaine manière, une réputation à tenir et qui ont pour activité de diffuser, et donc qui, en général, je dis vraiment en général, parce qu'évidemment, il y a toujours des personnes qui s'en fichent de diffuser des fake news à longueur de journée, mais voilà, en général, les gens qui ont pour métier, pour activité, de diffuser de l'information, font en général un petit peu plus attention.
En introduction, je voulais donc vous montrer ce petit tableau que j'ai fait ici, qui est très résumé, et qui est évidemment qu'une base de réflexion par rapport à l'information qu'on voit sur Internet. Évidemment, toutes les sources ici pourront vous être envoyées. J'enverrai tout de toute façon au CAI, le PowerPoint, pour que vous puissiez le réutiliser, puisque l'idée, c'est que la deuxième partie de ce que je vais vous montrer consistera à un exercice de création de fausses informations que vous pourrez refaire éventuellement avec vos jeunes, vos élèves ou chez vous. Ou voilà. Donc, le comportement idéal à adopter face à une info qu'on voit sur Internet par rapport à la source. Ce qui est hyper important déjà de base, c'est de se demander est-ce que vous connaissez la source ou pas. Aujourd'hui, on a tous accès à des moteurs de recherche qui marchent plutôt bien. Donc, avant de partager quelque chose d'une source qu'on ne connaît pas, ça vaut toujours le coup d'aller vérifier de quoi il s'agit. Après, on a chacun nos idées reçues et nos analyses sur tel ou tel média qu'on considère plus ou moins sérieux. Ça, je veux dire, ça vous regarde et je ne chercherai pas, personnellement, je cherche jamais à essayer de juger les sources d'information, sauf quand on rentre vraiment dans la déconnade. Mais voilà, il y a aussi un pluralisme de l'information qui a du sens. Et il y a des sujets sur lesquels qui ne sont pas juste blancs ou juste noirs, bien évidemment. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas la source, faites des recherches sur la source. Je vous montrerai un ou deux petits outils juste après, mais sinon, simplement cherchez sur Google, essayez de croiser, de regarder ce qu'on raconte sur Wikipédia, de regarder si c'est une source qui est connue, de regarder si c'est une source qui a régulièrement déjà diffusé des fausses infos ou pas. Et si vous ne connaissez pas la source, ou que vous découvrez que cette source n'est pas de confiance, ne partagez pas idéalement. Et après, moi-même, il m'arrive de partager un message que j'ai vu passer sur Facebook et dont je n'ai pas effectivement vérifié si la véracité est exacte, puisque les gens racontent leur vie, le témoignage, des choses comme ça. Et donc, évidemment, tout ce que je vous montre ici est un idéal auquel moi-même j'ai du mal à me fier, mais c'est un idéal vers lequel on peut tous tendre un petit peu, parce qu'à partir du moment où on tend vers ça, je vois qu'il y a Aurore qui vient de rentrer dans la salle d'attente, je l'ai fait rentrer normalement, mais peut-être que les personnes, Émilie ou quoi du CAI, peuvent vérifier à ce qu'il n'y ait pas de personnes dans la salle d'attente, parce que j'ai une petite notif. Enfin voilà, merci. Donc voilà, une fois que si jamais vous considérez que la source est de confiance, vérifiez toujours est-ce que d'autres sources valables valident l'information. Alors là, c'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il arrive parfois que des médias, par exemple des médias indépendants, je prends exemple ici de Médor par exemple, ou du journal Le Vif, qui parfois a sorti des affaires, par exemple au début de Netis, de l'affaire Netis, on a vu qu'il y avait quelques journalistes qui en parlaient et tout le reste des médias ignorait un petit peu l'information. Et du coup, parfois, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec une information totalement vraie, hyper importante, et qui est effectivement pas trop relayée par d'autres médias. Et du coup, on a tendance à avoir moins confiance en elle, et c'est un problème, et je n'ai pas vraiment de solution à ça. Mais bon, en général, à partir du moment où on a plusieurs sources valables qui parlent du même sujet à peu près de la même manière, on a tendance à pouvoir avoir plus confiance. Attention par contre, je reparlerai juste après, que malgré tout, malheureusement, de plus en plus souvent, les médias et les journalistes se font confiance entre eux. C'est pour ça qu'on en arrive à des catastrophes comme l'histoire en France de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, où le Parisien se trompe sur l'information qui a été donnée. L'information est fausse et évidemment, tous les médias ayant confiance en les informations du Parisien ne vont pas aller eux-mêmes revérifier les informations. Et aujourd'hui, on est dans une société où l'information va à une telle vitesse que bien souvent, les journalistes aujourd'hui se font confiance entre eux et ne revérifient pas les informations. Et c'est aussi pour ça que parfois, on a des fausses informations issues de la presse traditionnelle qui grossissent et qui grossissent parce que tout simplement, les journalistes n'ont pas été faire le travail de vérification de la source originelle. Une histoire comme ça qui me vient aussi dans la tête comme ça et qui était assez représentative. Certains s'en souviennent peut-être. Je vois qu'il y a quelques personnes que je reconnais qui viennent de cette région-là ici dans
dans la discussion. Il y a quelques années, on a eu un scandale, sur le sirop de liège qui devenait halal. Vous voyez, cette histoire-là, elle était assez extraordinaire parce que pour moi, on peut dire quasiment montée de toutes pièces, puisqu'en fait, à l'origine, c'est un média que je reciterai pas pour la 25e fois, qui en fait a diffusé le sirop de liège devient halal, ça fait polémique, la polémique enfle. En fait, lorsqu'ils ont diffusé cette information, ils étaient les premiers à la donner. Donc, il n'y avait pas de polémique, en fait. Mais quand vous dites ça fait polémique, évidemment, vous avez les pour et les contre qui vont venir. Vous avez les gens qui vont venir, comme vous et moi, hein, et qui vont dire mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, il y avait déjà pas. Enfin, c'était déjà théoriquement halal. Ils ont juste demandé le label, quoi. Et cette affaire-là a gonflé sur base de rien du tout, en fait, avec une certaine manipulation de l'information qui vient de la base. Et puis parfois, en fait, on se retrouve, et souvent l'été, notamment parce qu'il y a moins de sujets à se mettre sous la dent, à avoir des discussions infinies sur des sujets qui sont complètement sans intérêt, mais qui, malgré tout, entre guillemets, euh, je ne veux pas passer pour un complotiste, mais entre guillemets, comme par hasard, quand il s'agit de signaler, de stigmatiser certaines communautés, on trouve tous les moyens sont bons, et quand c'est pas le sirop de liège, c'est le burkini. D'ailleurs, je vous préviens, hein, vous l'aurez entendu ici avant ailleurs. Je pense que nous allons avoir une excellente cuvée Burkini 2021 dans nos médias. Je pense que ça va être l'été du Burkini. Je pense que cette information va revenir comme chaque année, hein, mais je pense que cette année, ça va être une bonne année. L'année passée, avec le Covid, c'était plus compliqué, mais à mon avis, cette année, le marronnier du Burkini va revenir. Encore une fois, hein, le Burkini, quel que soit l'avis qu'on ait là-dessus, il doit concerner 500 femmes en France. Hein. Et pourtant, c'est un sujet qui fait la une des médias pendant des semaines et des semaines, des débats et des débats, finalement sur une information dont les gens se foutent, enfin pour la plupart en tout cas. Je finis donc ici sur mon petit tableau, désolé pour les digressions, j'en fais beaucoup. Est-ce que vous avez bien compris l'information? Ça aussi, c'est important. Et malgré tout, bon, évidemment, c'est difficile de savoir si soi-même on a bien compris, mais c'est bien de se poser la question, de se dire, parce que moi-même, moi je dis moi-même, justement, je ne veux pas dire que je suis un génie, mais justement pour vous dire, personne n'est à l'abri et ça m'arrive régulièrement de partager des trucs et de vite les supprimer derrière, parce qu'en fait, j'ai pas compris ce que j'ai lu, j'ai pas fait attention, j'ai mal lu, ou parfois il y avait une information qui était erronée dans l'article, notamment. Parfois, c'est le journaliste qui l'a pas bien compris aussi, donc voilà. Et alors aussi, évidemment, se demander si l'information est légale et utile, parce que dans tout ce dont il s'agit, vous voyez, de tout ce qui est fait divers, etc. Par exemple, en période d'attentat notamment, on peut parfois diffuser des informations qui, en fait, vont porter préjudice à certaines personnes, alors qu'elles sont complètement extérieures à l'affaire. Donc, prendre un petit peu de recul par rapport à l'information qu'on lit est vraiment important, il me semble. J'avance un petit peu parce que je parle beaucoup trop. Voilà. Ce que je voulais pour terminer là-dessus par rapport aux grands médias et au reste de la population, puisque je vais parler après de nos biais cognitifs et de nos émotions. Je pense que beaucoup de personnes le demandent souvent quand je donne des formations dans les écoles, etc. En qui est-ce qu'il faut avoir confiance alors? En tout le monde et en personne à la fois. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a quand même aujourd'hui la chance d'avoir des médias qui ne sont pas si catastrophiques que ça, et des médias qui tiennent, pour certains en tout cas, hein, pas tous, hein, loin de là, mais pour certains, ils tiennent réellement à leur réputation, ils tiennent à apporter aux gens une information de qualité et ils tiennent à fidéliser leurs lecteurs aussi. Le problème qu'on a de plus en plus, c'est que c'est ce qu'on appelle la post-vérité, hein, ce que beaucoup de chercheurs définissent comme ça, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ne recherchent plus nécessairement à avoir de l'information qui est réelle, mais simplement de l'information qui va dans leur sens. Et du coup, évidemment, ça pousse aussi les médias parfois à donner aux gens de l'information qui leur fait plaisir plutôt que de l'information qui est réelle ou utile pour eux. Voilà. Donc ici, voilà, comme je vous disais, même dans les grands médias, on peut aussi trouver un petit peu de n'importe quoi. Vous voyez aussi ce genre d'article que vous voyez ici, là, qui vient de ce soir, le journal Tendance du soir. Être toujours en retard est un signe de réussite dans la vie. Souvent, c'est vraiment des genres d'articles basés sur rien du tout, qui ont juste une volonté de faire cliquer, qui sont pas bien méchants, mais qui parfois quand même pose un petit peu problème. Je voyais encore récemment, et vous avez le droit de croire à l'astrologie, hein, je veux dire tant pis,
voilà. Je voyais récemment sur LCI, donc une chaîne d'information française, qu'ils expliquaient que lors de la Super Lune Rose, qui déjà n'est pas Super Lune Rose, mais bref, de la semaine dernière, les Capricornes, les Gémeaux et les Scorpions avaient plus de mal à dormir cette nuit-là et que c'était scientifiquement prouvé. Et le type a répété 2 fois scientifiquement prouvé. C'est complètement faux. On a le droit d'y croire, mais dire que c'est scientifiquement prouvé est complètement faux. Et finalement, c'est des choses qui abîment l'information. Et moi, dans toutes les années, depuis que je fais Nordpress, etc., j'ai tellement de gens qui m'envoient des trucs en me disant, mais en fait, euh, dès que je vois dans les médias un sujet que je connais, un sujet qui est sur lequel je suis expert ou que je connais un petit peu, ben en fait, je me rends compte qu'ils racontent n'importe quoi. Et c'est un truc que je lis extrêmement souvent. Donc, s'il y a des journalistes qui regardent ici, faites attention. Je pense que plus que la lutte contre les fake news, on doit tous pouvoir lutter pour une presse qui aussi fait moins d'erreurs, moins de raccourcis, joue moins à mettre de l'huile sur le feu et parfois essaye plus. Vous savez, je reviens vraiment beaucoup avec ça. Euh, dans les médias aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que bien souvent, on a un sujet polémique, on va inviter quelqu'un qui dit A et quelqu'un qui dit B. Il y a un proverbe italien que je ne saurais pas vous répéter en italien, mais qui dit quand tu es journaliste et que tu veux savoir s'il pleut, tu n'invites pas un type qui dit qu'il fait beau et un type qui dit qu'il pleut. Tu ouvres ta putain de fenêtre. Désolé, le putain dans l'expression italienne. Voilà. Et aujourd'hui, parce que ça coûte moins cher, parce qu'en fait, quand vous invitez, plutôt qu'envoyer des mecs, un caméraman, un preneur de son, des journalistes sur le terrain, aller faire une enquête, ça prend des semaines, etc., c'est compliqué, hein, ça coûte de l'argent. Donc, ce que font les médias et ce qu'ils font de plus en plus, c'est que vous allumez le plateau, vous faites venir des types, hein, des personnes, des femmes qui connaissent plus ou moins le sujet, ou parfois pas du tout, et vous les faites débattre, quoi. Comme ça, c'est pratique, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Les gens, ils viennent gratuitement. Ils ont un livre à promouvoir, ils ont envie de montrer leur tête, ils sont présidents de parti, ils ont envie de se montrer un petit peu. Ils viennent discuter, ils viennent donner leur avis alors qu'ils n'y connaissent strictement rien. Et voilà, donc je vous encourage, c'est encore un peu de propos très engagés de ma part, mais voilà, je suis comme ça, je m'en cache pas et c'est pas bien grave, de toute façon, je pense. Euh, Soutenez la presse de qualité, soutenez la presse qui ouvre la fenêtre. Soutenez pas les médias qui font venir quelqu'un qui pleut et l'autre qui vous dit qu'il y a du soleil. Vraiment, il faut soutenir les médias qui en Belgique, comme Médor, comme Le Vif, bien souvent, parce que David Leloup, qui y travaille, est un type formidable. C'est lui qui a notamment qui a sorti quasiment tout sur l'affaire Netis. Il y a encore des gens courageux, des gens qui ouvrent la fenêtre en Belgique et un peu partout dans le monde. Et je pense qu'il faut vraiment les encourager, les soutenir. Il y a aussi énormément de youtubeurs, de blogueurs, de gens qui font un super travail et qui vont plus loin que ce qu'on nous sert bien souvent dans certains médias traditionnels et d'autant plus dans les chaînes d'infos continues qui, personnellement, je pense, font beaucoup de mal à l'information puisqu'en fait, on nous bombarde d'actualités, mais on nous donne plus d'informations. Dans un autre genre où là c'est particulièrement croustillant et triste. Vous savez que les nécrologies évidemment sont un peu écrites à l'avance, hein, parce que quand quelqu'un meurt, il faut pouvoir sortir l'article et le gros bouquin et le documentaire, le documentaire en question juste après. Évidemment, des gens comme Loana, donc qui a quelques petits problèmes de santé avec la drogue, etc. BFM TV. C'est quelqu'un de chez BFM TV s'est trompé, donc a publié ce truc où dans le titre il est même écrit ne pas publier. Et automatiquement, on a tout un tas de sites internet aujourd'hui comme Yahoo Actualité, sur Google News, etc. Mais Yahoo, c'est différent parce qu'il récupère vraiment le contenu de l'article, qui en fait publie l'info automatiquement. Et du coup, une fois que vous avez un média censé être sérieux qui diffuse l'info, on a aussi tout un tas de médias bots qui vont juste partager l'info automatiquement. Et du coup, voilà, ça fait de l'information fausse qui peut être diffusée complètement en cascade et qui aussi fait perdre énormément de confiance en l'information. J'avance un petit peu rapidement parce qu'en fait j'ai vraiment parlé trop longtemps, donc je me dépêche un petit peu, vous m'envoyez, désolé. Pour vérifier la qualité des sites internet, c'est vraiment pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut être vraiment un bon début. Vous avez 2 trucs différents que je vous présente ici. Il y en a un qui s'appelle le Décodex du journal Le Monde, qui existe maintenant depuis pas mal d'années. Vous pouvez taper une adresse web dedans et il va vous ressortir si l'information est plus ou moins fiable. Dans un autre genre, en version belge, vous avez le projet de la RTBF qui s'appelle Faki, qui n'est pas super au point, super mis à jour, mais voilà.
Je vous le présente, c'est quand même assez utile, notamment avec les derniers articles de fact-checking, parce qu'il travaille notamment avec aux-net.be, qui est un super site. Et je passe maintenant, enfin, à cette petite partie dont je voulais vous parler et qui est un petit peu le cœur de la formation que je donne sur les biais cognitifs et autres tromperies de l'esprit humain, qui sont en fait toutes les choses qui font qu'on va interpréter l'information d'une manière ou d'une autre. Le biais de croyance, c'est le biais principal qui joue dans la croyance en les fausses informations. C'est tout simplement que quand on voit une information qui ne va pas dans notre sens, on a tendance à la rejeter. Si vous êtes prof et que vous voyez une information selon laquelle les profs belges seraient en moyenne 24% moins intelligents que les profs français, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, vous allez le rejeter, ou alors vous allez aller lire l'article en vous disant mais d'où ça vient cette histoire. Alors que si c'est un article qui va dans votre sens, qui vous brosse dans le sens du poil, un truc genre, je sais pas, si vous êtes namurois, les namurois sont plus beaux que les autres, bah vous allez avoir envie de le partager parce que ça vous fait marrer, parce que c'est léger, parce que vous vous dites après tout on s'en fiche que ça soit vrai ou faux. Mais parfois sur des choses légères, évidemment, on peut dire qu'on s'en fiche, mais d'une manière générale, dans le paysage général de l'information qu'on voit, ça a un impact et ça a un impact réel. Pour vous donner un petit exemple qui est assez fabuleux, vous avez peut-être vu passer ça. Le MR, via son centre d'études, le centre Jean Gaulle, est allé chercher une étude pour en fait, ils avaient dans le but de présenter une étude sur l'e-sport, donc le jeu vidéo compétitif en ligne. Et alors, ils ont cherché sur Internet des études qui corroboraient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient démontrer, qui est l'idée que les jeux vidéo sont super bons pour les enfants. Et alors, ils sont allés trouver une étude selon laquelle un enfant qui a une console de jeu chez lui a 4 fois moins de chances de redoubler un enfant qui n'a pas de console de jeu a 4 fois plus de chances de redoubler qu'un enfant qui en possède une. Du coup, ça fait à peu près la même chose. Et en fait, cette étude, elle est tirée d'un journal qui s'appelle Scientists of America, qui est en fait un faux site internet complètement bidon sur lequel vous pouvez vous-même proposer une étude. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez un mail au site en disant « Je voudrais une étude qui prouve que les gens du CAI de Namur sont les plus beaux gosses de la Terre. » Ah ben, ils vont vous faire une étude qui vous dit ça. Voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir qu'un parti politique belge a misé une grosse partie finalement de sa communication politique sur base d'une étude bidon. Une étude bidon qui a justement été faite pour remplir le biais de croyance, quoi. Sur le site de Scientists of America, d'ailleurs, vous pouvez aussi voir d'autres études extraordinaires comme le fait qu'il y a des insultes cachées dans les oignons. Donc, c'est-à-dire que dans l'ADN des oignons, on trouverait des insultes et tout un tas d'autres études complètement bidons. Toutes les études de sites sont bidons et pourtant, ça se retrouve dans le programme, quasiment dans le programme politique d'un parti. C'est fou, quoi. Le deuxième biais qui est hyper important et auquel il faut vraiment faire attention au quotidien, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça va un petit peu plus loin que le biais de croyance. C'est l'idée que lorsque vous allez quand même faire une recherche pour vérifier ce que vous pensez, ce que vous venez de voir passer, etc., en fait, vous n'allez pas vraiment rechercher profondément, vous allez juste vous arrêter au premier lien qui va corroborer ce que vous pensez déjà et vous arrêter. Donc finalement, vous n'avancez pas à ce moment-là. Évidemment, il faut pouvoir aller plus loin, d'autant plus que aujourd'hui, on a beau avoir les réseaux sociaux et les moteurs de recherche qui trient un petit peu, essayent de nettoyer un peu les informations trop bidons. Malgré tout, vous risquez de tomber sur des informations manipulées, même en première page de Google. Et du coup, voilà. C'était ce que je voulais vous dire. J'avance encore un petit peu. Un autre effet qu'on voit tous les jours devant nos yeux sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est un excès de confiance en soi proportionnel à l'incompétence qu'on a dans le sujet. Donc, c'est-à-dire que plus on s'intéresse à un sujet en général et plus on se rend compte à quel point ça peut être compliqué, à quel point c'est facile d'avoir un avis à l'emporte-pièce, il n'y a qu'à faucon. Mais en attendant, quand on a mis les pieds dans le sujet, on se rend compte que c'est plus complexe que ça. Et du coup, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec énormément de gens qui sont des experts Facebook en football, en climatologie, en épidémiologie, en machin, en vaccin, et qui pensent mieux savoir que tous les experts du monde. Et de l'autre côté, un petit peu le yang de ce yin, qui est l'effet Dunning-Kruger, on a le syndrome de l'imposteur, qui est un truc à la base qui est étudié dans les années 80 concernant les femmes, puisqu'on s'est rendu compte que les femmes ont un certain niveau de pouvoir
en fait, avaient moins confiance en leur capacité que la plupart des hommes, dû à la société patriarcale notamment. Et en fait, on s'est rendu compte que ça touchait quasiment toutes les personnes hautement qualifiées, ou en tout cas une grosse partie des personnes hautement qualifiées, qui en fait ne se sentent pas nécessairement légitimes à leur poste. Alors qu'à l'inverse, on a des personnes qui sont très peu qualifiées, mais qui sont persuadées de tout savoir. Sur le sujet, et du coup, l'affrontement de ces deux biais, je vous invite à voir, si ce n'est pas déjà fait, c'est pas pour faire de la pub à Netflix, mais c'est produit par eux, donc voilà, le documentaire Behind the Curve, qui est un documentaire sur les gens qui pensent que la Terre est plate, et on y voit des scientifiques de la NASA qui, eux, ne se sentent pas légitimes nécessairement de parler de certains sujets par rapport à l'espace, alors qu'on a des gens qui sont informés en 3 vidéos YouTube qui sont persuadés d'avoir la vérité. L'autre truc que vous pouvez voir ici à droite, le tweet, est assez représentatif aussi d'un certain paysage politique et médiatique qu'on a bien souvent chez nous, comme en France et comme partout ailleurs. C'est d'avoir, comme je vous disais, hein, la première partie que vous voyez ici avec les universitaires, c'est typiquement du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont très spécialisées, mais n'osent pas spécialement aller affronter d'autres personnes sur des plateaux TV ou répondre à des commentaires Facebook ou se mettre finalement dans le débat public, notamment aussi parce que prof, c'est un métier et que tout le monde n'a pas envie d'aller, enfin tout le monde n'a pas l'âme de la transmission de savoir et d'explication. Tout le monde n'est pas prof et tout le monde n'est pas conférencier, formateur ou voilà. Donc parfois les gens sont juste timides, n'ont pas la possibilité de l'ouvrir tout simplement. Et d'un autre côté, on a des gens, comme on a notamment beaucoup sur les chaînes d'information en continu, qui sont des toutologues et qui s'y connaissent absolument en tout et qu'à la base, ils sont journalistes pour Maison et Jardin et qui vont vous faire une analyse sur l'islam. Et l'exemple que vous avez là, c'est même pas une parodie, hein, puisque vous avez par exemple en France Perico Légas, qui est critique gastronomique et qui est devenu expert en tout. Voilà, n'importe quel sujet, crise économique, islam, machin, voilà, il est sur les plateaux TV, comme tout un tas d'autres, sans pour autant rien y connaître. Et bien souvent, d'ailleurs, les chaînes d'infos, aujourd'hui, de plus en plus, invitent des invités plus pour leur personnalité que pour leur expertise dans un sujet. Donc, fatalement, les sujets, parfois, ne sont même pas connus au moment où ils font l'invitation. Vous pouvez recevoir une invitation à venir parler sur BFM TV la veille à 20h. Pour le lendemain à 6h du matin et on vous dit les sujets vous les connaîtrez demain en arrivant quoi. Donc c'est-à-dire que les personnes non seulement ne sont pas compétentes mais en plus n'ont même pas la possibilité de travailler le sujet éventuellement ou de relire un petit peu quelques trucs pour se préparer un peu. Un autre biais qui est très très rapide ici, qui fait qu'on partage énormément de fausses informations, tout simplement c'est le biais de la flemme, hein. C'est que ça prend du temps de vérifier. Ça prend vraiment du temps de vérifier et parfois on va passer une demi-heure, 3/4 d'heure à vérifier quelque chose pour se rendre compte que c'est faux ou que c'est vrai, mais en tout cas, ça prend du temps. Et on est dans une époque où, évidemment, l'information est de plus en plus rapide, on en consomme de plus en plus, et fatalement, on n'a pas nécessairement envie de passer ce temps à vérifier. Attendez, juste 2 secondes, j'ai été juste perturbé par un truc. Est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit message dans le chat, genre coucou, pour être sûr que vous soyez toujours là? Parce que parfois, j'ai des déconnexions. Ah, ça va, vous êtes toujours là, c'est super. C'est super. Je voulais vous montrer encore ceci, vite fait, parce que c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu, mais j'ai trop de choses desquelles je veux vous parler, ça me semble tellement important. Cet avis, vous l'avez peut-être déjà vu passer récemment, il recircule actuellement sur les réseaux sociaux. Ne partagez pas ce truc. Il s'agit d'un appel bidon du CHU de Nantes qui cherche un don de sang. Pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est un courrier, vous pouvez le lire un petit peu ici en détail, vous l'avez peut-être déjà vu passer, qui en fait nous dit qu'une petite Lucie, 1 an, a besoin d'une perfusion de sang immédiate. Ce courrier, il a plus de 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que ce truc circule. Donc, l'enfant en question, soit il s'en est sorti, soit il est mort depuis, en tout cas. Et en fait, le pire, c'est que cet enfant n'a jamais existé. Donc, vraiment, un truc vraiment essentiel qu'on peut juste transmettre à tout le monde autour de nous, c'est qu'on ne partage pas quelque chose qui n'est pas signé et qui n'est pas daté. La date, c'est extrêmement important. C'est super con comme conseil, c'est super basique, mais c'est tellement important. On voit très, très régulièrement sur les réseaux sociaux des gens aujourd'hui partager des articles, Internet commence à être ancien, qui ont plus de 10 ans. Et donc, fatalement, peut-être qu'une information, elle était vraie à l'époque,
l'époque, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Et puis même si elle était vraie à l'époque, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui? Enfin voilà, bien souvent les gens partagent des informations même sans se rendre compte qu'elles sont datées. Donc voilà, rien qu'une date et une signature, ça fait beaucoup. Puisque lorsque vous signez un article, lorsque vous signez, que ce soit une signature d'une vraie personne, d'un vrai journaliste ou bêtement au moins un média identifié comme tel, on peut lui demander des comptes. Alors que quand il s'agit de quelqu'un de complètement anonyme, on le voit beaucoup aussi aujourd'hui, vous savez, avec ces messages sur Messenger qui sont transmis. Mais quand vous transmettez un message sur Messenger ou sur WhatsApp, l'auteur original n'est plus affiché. Et alors, vous recevez un message qui dit « Salut, c'est urgent, ça vient de ma cousine, c'est quelqu'un de confiance, partagez ceci immédiatement, blablabla, les vaccins, vous vous transformez en cailloux, attention, ne prenez pas le vaccin, ça va vous transformer en cailloux. » Ben, en fait, vous partagez ça en croyant que ça vient de quelqu'un qui a vraiment une cousine, mais en fait, cette personne aussi croyait que… Et en fait, à l'origine, on ne sait pas qui a envoyé ce message. Il n'est pas signé du tout et on ne peut pas remonter à l'auteur originel et on se retrouve avec des trucs anonymes qui parfois paraissent crédibles et qui ne sont pas du tout signés. Donc, évidemment, remonter à la source est hyper, hyper, hyper important. Un des derniers trucs dont je voulais vous parler ici sur les biais cognitifs ou en tout cas toutes les choses qui font qu'on a un rapport biaisé à l'information qu'on voit sur Internet, un phénomène qui est hyper, hyper important et à laquelle on reviendra tout à la fin de la formation dans une bonne demi-heure. Ce sont les bulles de filtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement par les algorithmes qui choisissent de vous montrer du contenu qui vous intéresse, vous êtes enfermé dans des contenus qui vous intéressent et des personnes qui pensent comme vous. C'est pour ça que c'est important d'essayer parfois de casser un petit peu ces bulles afin qu'elles ne deviennent pas des murs. Et si jamais vous avez des élèves ou que vous voulez le tester chez vous, je vous invite vraiment à tester, d'avoir plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et avec ces différents comptes, suivre différents types de pages, plutôt des pages de droite sur un truc, plutôt des pages de gauche sur un autre. Et vous allez voir à quel point on a très très vite une réalité qui se déforme complètement. Et bien souvent, quand on parle à des personnes qui ont des avis complètement divergents avec nous sur les réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'on n'est pas du tout confronté à la même réalité finalement. On a des gens qui, c'est pas pour ça que moi je suis dans une meilleure réalité qu'eux, hein, nécessairement, mais on a des personnes qui aujourd'hui ne s'informent plus que par des sites de désinformation et des sites complètement complotistes. Il y a des gens qui ne s'informent plus que là-dessus. Et personnellement, j'en parlais encore récemment, j'ai découvert que ma propre mère me dit de ne pas faire confiance aux médias, mais de suivre tous les réseaux d'extrême droite qui diffusent des trucs. Et elle me dit que voilà, il faut faire confiance beaucoup plus à Twitter qu'à la RTBF, quoi. On en est dans un délire qui est dingue. Et même Twitter, elle trouve que c'est trop censuré. Il faut aller sur Gab, qui est un réseau social d'extrême droite, où là, effectivement, la liberté d'expression est totale. Hein, aucun problème. Voilà. Ici, vite fait aussi, ça, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Je vous le fais en très très résumé. Je pense que si on veut mieux s'informer, il faut qu'on lise moins d'informations, qu'on regarde moins d'informations, mais mieux d'informations. Je pense qu'à ce moment-là, voilà, j'ai repermis à Benoît de re-rentrer, re-bienvenue. Voilà, c'en était pour terminer sur les biais cognitifs. On va ensuite passer maintenant aux petits exercices que vous pouvez refaire avec vos élèves, avec vos jeunes, chez vous, ou ne pas le refaire du tout d'ailleurs. Avant ça, je voulais juste vous montrer cette petite image rigolote pour vous dire qu'il représente très très bien tout ce que je viens de vous expliquer. C'est que on a beau connaître tout ce que je vous montre là, personnellement, je crois que 3-4 fois par jour, vu toute l'info que je bouffe, je me fais avoir par quelque chose avant d'aller creuser. Et voilà. Malgré tout, on a toujours des réactions émotionnelles. Malgré tout, nous ne serons jamais des machines. Et il faut aussi, du coup, être bienveillant avec soi-même. Juste pouvoir, je pense, supprimer ce qu'on a partagé de con, ce qu'on a partagé de con et dangereux potentiellement, et se remettre un petit peu en question pour la prochaine fois. Mais c'est normal de partager des choses fausses. C'est normal parfois d'avoir un doute sur quelque chose qu'on partage, et parfois on le partage quand même. Faut juste parfois, voilà, rester un petit peu aux aguets, parce que si vous allez partager une information qui est fausse et que vous l'oubliez, peut-être qu'en fait cette information elle va être vue par 1 million de personnes sans que vous vous en rendiez même compte finalement. Et du coup peut-être que vous participez vous-même aussi, enfin quand je dis vous, c'est nous tous, hein, à de la désinformation. Voilà.
Alors, je passe maintenant au petit exercice. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, ça va. Je continue. Donc, la trifecta, trois étapes pour une bonne fake news. Je vais donc vous montrer un petit peu les secrets de fabrication d'une bonne fausse information qui vont se baser évidemment sur tout ce que je viens de vous raconter juste avant. Pour info, ici, c'est une version vraiment condensée. Ce que je viens de vous montrer là, normalement, je le fais en 5-6 heures quoi, avec des élèves. Donc là, évidemment, c'est extrêmement condensé. Voilà, je peux faire ça jusque. En fait, la formation que vous allez voir ici au global, qui dure 1 heure et demie, je l'ai fait hier et avant-hier en 14 heures. Donc, c'est-à-dire que voilà, évidemment, il y a plein d'autres éléments, il y a des exercices, là, c'est que très théorique, évidemment. Restez bien attentifs néanmoins parce qu'à la fin, il y aura un quiz. Et le grand gagnant du quiz, je lui envoie un cadeau. Je lui envoie ceci. Je lui envoie ceci. Je viens de le décider à l'arrache, mais je vous envoie ce livre. Donc, restez attentifs. Attentifs à tout. Hein. Il y a des questions vicieuses. Hein. Vous allez voir, c'est du sacré niveau. Hein. Peut-être même que Julien Lepers viendra pour les questions. Je ne suis pas encore sûr. Allez, on continue. Donc, la cible, quand vous créez une fausse information, quand vous avez le fond d'une information, quand vous avez une fausse information à créer pour piéger des gens, il vous faut un fond d'abord. Dans ce fond, il faut réfléchir à la cible que vous cherchez à avoir. Est-ce que vous allez chercher à avoir, par exemple, une personne très complotiste qui lit les vaccins, la 5G, Bill Gates et les reptiliens, ou alors une cible plus large, toute la population? C'est une première réflexion à avoir. Et ensuite, ça va vous permettre évidemment de voir sur quelle ficelle tirer. Ce qui marche très bien pour emballer, pour mettre du fond plutôt dans votre information, c'est de se raccrocher à la fiction, à l'imaginaire collectif. Si vous avez un article comme « Les morts du coronavirus se sont réveillés en Chine et ont tué 4 employés de la morgue » avec une photo comme ça, évidemment, ça parle à un imaginaire collectif, un imaginaire de films, hein, tout un tas de films, de fiction, de livres, de séries, de jeux vidéo. On a déjà dans la tête ce qui peut se passer derrière. Ça fait rêver les gens, évidemment. Dans un autre côté, l'autre face de la médaille, c'est cet article-ci, des SDF vaccinés utilisés comme relais Wi-Fi par la 5G. C'est le projet de la start-up Connecter nos SDF. Ça peut sembler complètement fou, mais le capitalisme a évidemment déjà inventé ça dans la réalité, voyons. Bien qu'on peut en penser ce qu'on veut, j'en sais trop rien, parce qu'effectivement, ça leur faisait potentiellement un revenu. En République tchèque, le projet n'a pas été à terme, me semble-t-il, mais ils avaient effectivement un projet d'équiper les SDF de routeurs Wi-Fi pour permettre aux touristes de consulter leur smartphone et de publier leur story sur Instagram lors de leur petit city trip à Prague. Quel beau monde, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, se raccrocher à une réalité qui est déjà étonnante, ça marche très bien. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est devenu tellement con et tellement fou que évidemment, ça devient même plus compliqué d'inventer des choses folles parce que la réalité est complètement folle déjà complètement. Ici, par exemple, aussi, quand la réalité dépasse les sites parodiques, puisque je vous dis qu'en fait, finalement, aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué d'inventer des trucs absurdes, tellement le monde est absurde. Au premier confinement, j'avais fait un article un peu trash, mais voilà, sur un djihadiste qui se fait exploser dans un bar, un mort, puisqu'évidemment, il n'y avait personne dans les bars. Il se fait que 15 jours plus tard, en Espagne, 2 personnes ont essayé de faire un attentat à la voiture bélier à l'intérieur de l'aéroport de Barcelone, alors que, évidemment, il n'y avait personne dans l'aéroport. Dans le même genre également, les leçons d'état de droits de l'homme, de droits de l'homme de la Turquie. L'article a d'abord été publié sur Nord-Presse et Erdogan a fini par le faire à l'époque des Gilets jaunes. Qu'il est tort ou pas, hein, je veux dire, en tout cas, c'est rigolo. La forme de votre information. Je trace un petit peu, mais désolé, c'est pour vous tenir là comme ça. Et puis, parce qu'encore, il y a le quiz. Hein, là, le quiz, c'est super important. Le titre de votre information, il est super important. Les gens ne vont quasiment lire que ça. Hein. Faut bien vous dire ça de toute façon. Comment créer un bon titre? Eh bien, si on prend la fausse information suivante, la Russie utiliserait des tigres lâchés dans les rues pour faire respecter le confinement. Je vais ici vous demander de voter. Zut, le truc est un tout petit peu coupé ici. Bon, attendez, je vais vous... non, tant pis, je ne vais pas pouvoir vous faire voter. Je suis désolé. Je vais vous le montrer directement. Il y a 2 méthodes pour le faire, ou en gros 2 méthodes pour en résumé. Vous avez la méthode piège à clic. Il y a aussi un autre nom qui est un petit peu plus vulgaire pour parler de ça. En général, une méthode piège à clic, c'est sur une info faible. C'est-à-dire que vous allez, vous n'allez pas mettre l'information dans le titre si l'info est nulle. Vous allez mettre, par exemple, un grand chanteur vient de nous quitter, point d'exclamation.
Si c'est quelqu'un que personne ne connaît, vous allez titrer comme ça. Systématiquement, quand vous voyez un truc, une star de machin, si jamais ça avait été vraiment une star, on aurait mis le nom dans le titre, en fait, bien souvent. Vous allez avoir aussi des trucs du genre tel produit retiré des rayons de magasin, ben, ils vont vous forcer à aller cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit. Si c'était une info vraiment essentielle, ils la mettraient directement dans le titre. Par contre, si vous avez une information qui est choc, qui est forte, une information qui donne déjà envie aux gens. Par exemple, la Russie, du coup, pardon, je reviens sur mon truc ici, excusez-moi, je me suis juste embrouillé un tout petit peu. Donc, la fausse information suivante qu'on prend ici, c'est la Russie utiliserait des tigres lâchés dans les rues pour faire respecter le confinement. Il y a deux types de titres. On a la décision unique au monde prise par Poutine pour faire respecter le confinement, qui est donc un titre piège à clic, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et alors, un autre titre, la Russie lâche 800 000 tigres dans le pays pour faire respecter le confinement. Évidemment, l'information de gauche, contrairement peut-être à ce que vous croyez et ce qu'on pense souvent, elle est beaucoup moins virale. C'est-à-dire qu'elle va générer peut-être plus de clics au début, mais en fait, les gens ne vont pas la partager parce que, comme je vous le disais, les gens partagent avant de lire. Systématiquement, 80% des gens qui vont partager une information ne l'auront pas lue. Donc, il faut mettre l'information la plus choc possible en l'exagérant dans le titre éventuellement. Ça, c'est excellent. Ça marche évidemment très, très bien pour désinformer. Et alors, ce qui marche aussi, qui est peut-être contre-intuitif, c'est qu'à gauche, vous avez finalement une belle photo, genre photo d'agence. Et finalement, ça ne donne pas spécialement envie aux gens de cliquer. Par contre, si vous avez une image un peu dégueulasse comme ça et qui donne l'impression qu'il y a une vidéo à regarder, ben là, les gens vont cliquer beaucoup plus facilement. Sinon, vous faites comme d'autres en mettant photo, vidéo en grand. Et là, évidemment, ça marche très, très bien aussi. Je vous montre du coup ici les résultats. Les résultats, pour une information piège à clic, vous allez voir que et j'ai publié les deux informations à 2 heures d'intervalle en commençant par celle-ci, pour faire vraiment c'est pas scientifique, mais en tout cas, c'est une expérience. Ici, j'ai eu 60 clics sur cette publication. Et j'ai eu 2000 de couverture, c'est-à-dire que j'ai eu 2000 personnes qui l'ont vu passer dans leur fil d'actualité. Quand je prends l'autre information, la méthode directe, j'ai eu ici 16 000 de couverture parce que grâce au partage, grâce aux j'aime, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, c'est TikTok, YouTube, machin, tout ce que vous voulez, ont détecté, parce que c'est plus malin, dans leurs algorithmes, le fait que les premières minutes et les premières heures aussi, mais les premières minutes sont essentielles, où vous partagez un contenu, il va regarder si ça génère des commentaires, du like, des partages. Et si jamais ça génère de l'interaction, évidemment, vous êtes intéressant pour les réseaux sociaux parce que vous êtes un utilisateur qui fait rester les gens. Et du coup, il va vous mettre en avant. Donc, c'est pour ça que notamment sur YouTube, les YouTubeurs demandent de mettre des j'aime, des commentaires, des trucs. C'est pour générer, pour aider l'algorithme à vous mettre en avant. Et du coup, évidemment, ça pousse tout le monde, ça pousse tous les médias, ça nous pousse tous à parfois exagérer le contenu pour générer un maximum de réactions, générer un maximum de buzz et à la fin, puisque ici, vous allez le voir, générer un maximum de clics. Il ne faut pas regarder le truc qui est souligné en rouge, en fait, mais les 316 clics ici. Je vous remonte sur le tableau précédent. On avait 60 clics sur l'info qui est piège à clic. Et ici, on en a finalement 316. On en a 6 fois plus, alors que l'info, elle est directe. Donc, comme quoi, ça marche bien. Et ce qui marche, en fait, finalement, c'est de l'exagération d'informations et surtout de générer des commentaires. Si vous générez des commentaires, vous générez de l'engagement, comme on dit chez les marketeurs. Et donc, si vous générez de l'engagement, vous allez être mis en avant par les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi qu'on a des médias qui sont finalement pieds et poings liés aux réseaux sociaux et qui n'ont pas d'autre choix que enfin, si, ils ont le choix, c'est leur choix, c'est le choix qu'ils font, mais de générer du débat, générer même du conflit pour être mis en avant. Et à la fin, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le clic, et le clic rapporte de l'argent puisqu'il y a de la publicité qui vient derrière. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Voilà. La troisième étape, on arrive bientôt à la fin de cette petite présentation. La troisième étape, c'est la diffusion. Votre information, elle est désormais, vous avez un fond, vous avez réfléchi à une cible à cibler. Vous savez comment vous allez emballer votre information. Maintenant, vous savez comment l'emballer. Vous allez devoir la diffuser. Pour ça, évidemment, il y a tout un tas maintenant de sites, de réseaux sociaux différents. Mais évidemment, Facebook est à la fois le leader mondial dans le nombre d'utilisateurs actifs de réseaux sociaux, mais à la fois un réseau social qui met encore fort en valeur les liens.
Twitter, mais même si c'est un réseau social fortement utilisé pour l'information, Twitter ne met pas fortement en avant les liens vers d'autres sites Internet. Donc aujourd'hui, les personnes qui diffusent le plus de fausses informations restent très très largement sur Facebook. On a aussi énormément de désinformations, mais qui sont là plus à viser néfastes et qui ne sont même pas spécialement pour gagner de l'argent, qui sont juste pour troller, un peu comme sur WhatsApp quand vous avez un message complètement anonyme qui est envoyé et partagé comme une chaîne, hein, comme ces vieilles chaînes d'emails comme on avait il y a une vingtaine d'années. Voilà. Et alors, du coup, évidemment, malgré tout, autant les gens qui sont sur Facebook sont d'une certaine manière les plus désinformés, mais c'est aussi les plus informés. Parce que d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, par exemple, ces deux-là sont assez représentatifs, TikTok aussi, sont pas des réseaux sociaux qui visent à vous informer en général. On est vraiment plus dans un divertissement et ils ne poussent pas en tout cas à la lecture, par exemple. Ça pousse des petits formats vidéo très courts, ça pousse des images, mais ça ne vous pousse pas à de la lecture de contenu intelligent, intéressant et complet. Voilà. Alors, un autre outil que je voulais vous montrer ici et que vous pourrez utiliser aussi si ça vous intéresse, c'est un outil qui s'appelle Oxy, un outil qui est extrêmement intéressant puisque ça permet de voir la viralité que va avoir une information ici sur Twitter. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, grâce à l'outil, vous pouvez vous rendre sur le site et taper un hashtag. Vous voyez ici, là, c'est Countdown to Mars, par exemple, mais ça peut être hashtag dehors les musulmans, par exemple. Et vous allez voir en fait directement chaque petit point qui est représenté ici sur ce genre de carte de données est en fait un compte Twitter. Chaque point, du coup, va vous permettre de voir quels sont les gros comptes qui ont permis de diffuser l'information. Et alors, ça permet de voir littéralement aujourd'hui, avec cette forme de plateforme de big data, de voir, par exemple, tiens, on a de la désinformation sur les migrants qui vient de Russie. Et on peut voir l'identifier directement, ou de l'extrême droite américaine ou autre. Et du coup, on voit des liens entre des comptes qui se créent. Et ça peut être très intéressant d'aller voir lorsque vous voyez, si vous êtes sur Twitter et que vous avez tendance à rentrer dans des polémiques comme ça, notamment à cause des hashtags en tendance, puisque sur Twitter, ils mettent en avant les tendances et du coup, vous avez envie de rentrer dans le sujet dont tout le monde parle déjà. En fait, bien souvent, on a des sujets dans lesquels nos détracteurs vont, les détracteurs d'un hashtag, donc par exemple, dehors les musulmans, qui va être lancé par 3 couillons d'extrême droite, vous allez avoir 1000 personnes de gauche qui vont venir dire hashtag dehors les musulmans, virgule, ce hashtag est scandaleux. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font en faisant ça? Ils font monter le hashtag. Et en fait, bien souvent, c'est un peu comme ce que je vous disais avec le sirop de liège halal. Finalement, les personnes qui, à l'époque, ont surtout fait grossir le buzz autour de cette information, ce sont les détracteurs. Ce sont les personnes qui étaient contre ça. Et du coup, parfois, il faut faire très attention à ça. Et je vais vous montrer une petite vidéo à ce sujet là-dessus, là maintenant tout de suite. Une vidéo de Clément Viktorovitch qui est un type assez formidable, personnellement, que j'aime beaucoup, et qui travaille justement sur l'analyse un petit peu du discours politique et ce genre de manipulation. Et il y a un sujet, il y a un concept qui s'appelait la fenêtre d'Overton, et qui consiste en fait à dire que énormément d'acteurs extrémistes aujourd'hui se servent de ce concept, enfin, sans le savoir, hein, ou en le sachant très bien, pour en fait ouvrir la fenêtre des propos acceptables. Donc, c'est-à-dire que Clément Viktorovitch, je vais vous l'expliquer juste après un petit peu mieux, mais à partir du moment où vous balancez des termes comme remigration, grand remplacement, en continu dans les médias, vous allez en fait, au début, ces termes vont être scandaleux, et petit à petit, plus vous les utilisez, et plus finalement, au début, grand remplacement, c'était un terme d'extrême droite, et en fait, ça va repousser le curseur de l'extrême droite plus loin et rendre acceptable des propos qui ne l'étaient pas du tout il y a quelques années. Et aujourd'hui, je pense que à la fois, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte, et puis on a véritablement des ennemis de la démocratie qui utilisent cette fenêtre d'Overton pour rendre acceptable des choses qui ne l'étaient absolument pas. Et personnellement, je suis très partagé sur les questions de cordons sanitaires, etc. Mais malgré tout, ça marche. Malgré tout, ça marche. À partir du moment où on débat une fois ou deux avec l'extrême droite, pourquoi pas? Mais en fait, à partir du moment où, comme en France, il y a des chaînes d'information où tous les jours, ils sont là, mais finalement, ça installe dans le débat public des notions qui sont terribles.
et qui nous renvoient, c'est vraiment bateau à dire. Et pourtant, j'ai que 30 ans, je suis pas un vieux con et j'ai pas connu. Enfin voilà, si je suis un vieux con, oui peut-être, mais j'ai pas connu euh, des époques aussi lointaines que ça. Mais ça renvoie vraiment à ce qu'on voit dans les années 30, quoi. Dans les années 1930 du coup, avec vraiment une ouverture de la parole vers la haine qui est normalisée au quotidien. Je pense qu'on est tellement tous le nez dans l'actualité et dans l'information en continu qu'on ne prend plus suffisamment de recul pour voir à quel point la société est devenue extrême. Et personnellement, je pense que les réseaux sociaux, qui sont pas un truc à diaboliser, hein, je le dis souvent aux jeunes quand je suis en formation, etc. Moi, je suis un geek et j'adore Internet. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est le plus bel outil depuis l'invention de l'électricité. Hein. C'est la plus grande invention de l'histoire de l'humanité et il faut le préserver. Mais le préserver, ça passe notamment par considérer Internet comme le monde réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de droits ou de devoirs sur Internet, on n'en a pas moins non plus. Et du coup, on doit être responsable, comme on est sur la route, comme sur Internet. Tout simplement, Internet est un espace de liberté, c'est génial, comme la route est un espace de liberté. Mais si on roule sans ceinture et qu'on roule bourré, ça va pas. On met en danger sa vie, on met en danger celle des autres. Euh, du coup, je vous montre. Attendez, hop, parce qu'à mon avis, attendez, hop, je suis juste pas sûr que j'ai pas le son. Et puis on aura. Attendez, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez le son ou pas? Peut-être pas. Non, vous n'avez pas le son. Ok. Voilà. Je vous le refais. C'est tout de suite et c'est bon. Donc Très voilà, bien, Clément Viktorovitch sur la fenêtre d'Overton. Juste un petit truc que je veux vous dire. La femme dont il va parler là maintenant, Julie Graziani, est une femme qui a été un petit peu, après ces propos qu'on va voir ici, elle a été un petit peu elle a été un petit peu mise de côté. Et aujourd'hui, elle est revenue, elle est de nouveau éditorialiste sur BFM TV et elle continue au quotidien, en fait, à avoir des avis complètement extrêmes sur plein de sujets. Mais la raison pour laquelle aussi elle a des avis très extrêmes et complètement débiles, hein, bien souvent, faut le dire, hein, faut dire ce qui est parfois, sur certains sujets, fait qu'en fait, on en parle. C'est comme, vous savez, il y a des présidents de partis en Belgique, je vais pas cibler quelqu'un en particulier, qui ont tendance à être complètement outranciers, un peu comme un certain Donald T là aux États-Unis, afin en fait de faire le buzz tout simplement. Et en fait, c'est une stratégie qui fonctionne. C'est une stratégie qui fonctionne. Aux États-Unis, ça a été fortement étudié après la première victoire de Donald Trump, enfin la seule finalement, puisque on s'est rendu compte que CNN, qui était une radio, enfin la télé complètement anti-Trump évidemment, au début, s'est servi de Trump à diffuser du Trump à crever à fond pendant les primaires républicaines en se disant mais ce type est un guignol, il va détruire le parti républicain, il est génial, c'est un clown. Sauf que le clown est devenu président. Pourquoi? Notamment parce que CNN l'a mis en avant à crever, lui a donné de la visibilité. Et je pense qu'à force de donner de la visibilité à des clowns dangereux, on va se retrouver sous le pouvoir de ces clowns dangereux. Donc voilà, et pour vous dire, vu que Trump, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a des populistes comme ça qui ont réussi à arriver au pouvoir en étant complètement excessifs, évidemment, ça donne des idées à certains. Ça donne vraiment des idées à certains qui font exprès d'être complètement excessifs pour qu'on parle d'eux. Pour que leurs détracteurs, eux aussi, fassent parler d'eux. Enfin voilà, je vous mets la vidéo et puis je reviens encore une minute là-dessus. Avec un autre Clément, petit tu vas nous parler d'un... Vous avez le son là? Voilà, c'était pour vous montrer ça parce que je pense que j'avais pas revu la vidéo avant de la montrer, j'avais oublié certains propos de cette femme. Voilà, comme quoi vraiment il faut parfois éviter d'être naïf dans certaines choses qu'on voit dans certains médias, puisque la stratégie qu'on voit là, c'est une stratégie qui malheureusement se fait de plus en plus également en Belgique, puisqu'évidemment à chaque fois, Julie Graziani notamment, mais ça peut se passer de la même manière ici, va profiter non seulement de la visibilité qu'elle va avoir grâce à ses propos et donc aux personnes qui vont rejoindre ses propos extrêmes. Elle va agrandir la fenêtre d'Overton et en plus de ça, elle va profiter également des haters, de toutes les personnes qui vont lui dire qu'elle a tort, qu'elle raconte n'importe quoi, qu'elle est folle, qu'elle est dangereuse, etc. Et, et, euh, et voilà. Et derrière ça aussi, un excellent, du coup, je reviens à la diffusion de fausses informations. Je reviens à la diffusion de fausses informations. Un excellent moyen de diffuser également
de la désinformation, une fois que vous avez installé certaines idées dans la tête des gens, c'est d'utiliser l'humour. C'est d'utiliser l'humour et d'utiliser des mèmes, d'utiliser des choses qui vont en fait faire marrer les gens et qui vont utiliser en fait finalement, en fait vont permettre d'ancrer dans le réel la théorie, d'ancrer dans le réel l'information que vous avez donnée. Puisque si on fait des blagues sur un sujet, c'est qu'il existe, tout simplement. Et alors l'image que vous avez ici, en fait, n'a rien à voir avec la slide. Oh là, hop. N'a rien à voir avec la slide. J'ai eu un petit bug ici. C'était juste pour vous donner cet exemple d'une histoire que j'aime vraiment beaucoup et je vais quasiment terminer là-dessus, qui est l'histoire du manager d'Elvis, donc le chanteur Elvis, son manager, le colonel Parker, avait décidé pour que ça rapporte un maximum d'argent, de non seulement vendre des badges, des pins, etc. I love Elvis, Elvis is a genius, machin, ce que vous voulez, mais également de vendre des badges. Je déteste Elvis, Elvis est un con, Elvis est un couillon. Et en fait, il a fait énormément d'argent également avec ces badges. Je déteste Elvis, et il a profité de la haine des gens pour en fait faire gagner son combat. Et du coup, ça vaut le coup aussi de se rendre compte à quel point parfois, nous tous, hein, on joue, et j'ai pas de solution à ça, mais on joue bien souvent aussi un petit peu les idiots utiles parfois de certains extrêmes qui profitent de ça. Et donc, je pense qu'en fait, le mieux là-dessus, ça serait quand on voit une femme comme ça qui est sur une chaîne d'infos dit des horreurs pareilles et que la chaîne d'infos en question les réinvite, c'est de ne plus regarder cette chaîne, tout simplement. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est le seul truc qu'on peut faire, c'est refuser de cautionner ce genre de choses. Et comme dans toute la société, malheureusement, l'argent reste le nerf de la guerre, l'influence reste le nerf de la guerre. Et donc, à partir du moment où on décide de dire non, ça peut faire changer des mentalités. À partir du moment où on encourage des invités de qualité, on peut vraiment faire changer les choses. Voilà. Hop. J'ai quasiment terminé. On va passer au quiz là maintenant dans un instant. Écrivez une fake news. Donc c'était ici c'est plus pour vous dans le PowerPoint, pour vous, vos élèves ou autres. C'est un petit résumé du coup des trois choses qu'il vous faut: le fond, la forme, la manière. Voilà comment diffuser vos fausses informations. Désolé pour la fin qui était un tout petit peu brouillonne. Je passe maintenant au quiz. Je vous invite à sortir votre téléphone. Sortez votre téléphone si vous l'avez sous la main. Vous pouvez alors du coup scanner le QR code qui se trouve ici ou vous rendre sur l'adresse aaslides.com/namur. Je vous la tape également dans le chat. Voilà, Namur. Voilà, je vous mets le lien ici. Vous pouvez vous connecter pendant un instant. Je vais juste, moi, changer de partage d'écran et je vais vous reprendre la fenêtre ici. Et puis, on va passer au quiz là tout de suite. Voilà, je l'ouvre. Vous pouvez vous connecter pendant ce temps-là. Va y avoir ça dure une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, et puis il y aura des questions-réponses. Et puis, si quelqu'un veut intervenir, dire attendez, je me suis trompé. En fait, j'ai mis le truc en message direct. Voilà, j'ai mis le lien ici dans le chat pour tout le monde. Voilà, donc ici, on est bon. Je vous partage du coup mon écran. Cette fois-ci, cet écran-ci, je vous remets le QR code pour ceux qui sont. Voilà, Mathieu Léonard qui arrive, je l'ai fait rentrer. Voilà. Voilà. Je prends. Donc vous êtes en ce moment 3. Vous êtes 3 à être connectés. Hop. Ah non, pardon, je suis pas sur le bon, c'est pas le bon code. N'allez pas là, c'est pas le bon. Pardon, c'était bien l'autre. Bon, vous êtes bien 38, c'est super, vous êtes là. Attendez, je l'ai ici, voilà, je vous remonte, pardon, je me suis trompé. Voilà, j'ai pris le truc que j'ai fait hier, voilà, je vous remonte du coup le QR code. Si vous étiez dans l'autre, revenez ici. Voici donc le bon QR code. slides.com/namur. Vous êtes 30 connectés, il me semble bien que c'était plus logique. Donc c'est bien ici, hein, c'est bien ici, vous êtes bien là, tout va bien. Vous êtes là. Alors attendez, je vais juste essayer un tout petit truc. On va voir si ça commence. On va commencer dans un instant. Vous êtes en train de rentrer dans la salle.
On va voir si vous avez bien retenu ce que je vous ai raconté. Alors, hop. Est-ce que ici, on est bon? Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, attendez, je vais juste... On démarre dans un instant, on démarre dans un instant. Dans quelques petites secondes, Attendez. Je crois que Julien Lepers est en train d'arriver, les amis. Je crois que Julien Lepers est en train d'arriver. C'est incroyable. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Ils trouvent ça un peu nul, mais moi, j'aime bien. Alors, attention, Julien Lepers arrive, les amis. Attendez, je crois. Mais oui, c'est lui. Mais mon Dieu, oui. Par contre, il a changé de voix et il a ma voix. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Moi-même, je ne comprends pas. Mais voilà, bon, je laisse la parole à Julien Lepers. Attendez. Est-ce qu'il arrive? Julien, où es-tu, Julien? Ah, Julien, viens, c'est par ici, Julien. Ah. Alors, Julien Lepers, est-ce que Julien Lepers est là? Julien, ne partez pas. On est en train d'y arriver. Ah. Bon, sinon, j'ai aussi Manuel Valls, Pierre-Jean Chalençon, j'ai Einstein, Macron en reptilien aussi. Hein. Mais on va jouer avec Julien Lepers. Allez, c'est parti, le quiz va démarrer tout de suite. Oui, c'est du deepfake. Alors, je vous envoie aussi, je vous mets ça dans le chat. Je vous mets ça dans le chat immédiatement si jamais ça vous amuse pour vous, vos élèves, vos je ne sais même pas tout quoi d'ailleurs. Voilà, je vous mets le lien ici, là-dedans. Voilà. Si jamais ça ne marche pas, rechargez simplement la page, mais normalement ça va fonctionner. Voilà, ici vous pouvez mettre comment ça va, mettre un petit commentaire. Voilà, vous pouvez dire coucou. C'est bien, ça va, vous êtes content, vous avez passé un bon moment. Vincent a été gentil avec vous, il était intéressant. Moi, je n'ai pas suivi parce que j'étais en train d'essayer de préparer un attentat contre Samuel Etienne, celui qui m'a remplacé à qui veut gagner des millions, enfin, à question pour un champion. En plus, maintenant, j'ai une voix de Belge, j'ai l'air un peu con, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Alors attention, c'est parti. Le quiz va démarrer dans quelques instants. Choisissez donc un pseudo et une... ouais, magnifique. Vous êtes déjà presque là. On attend encore quelques joueurs. Oui. C'est une bonne réponse. Qui va remporter le quiz? Qui va remporter le livre? Allez, c'est parti. C'est parti tout de suite. Première question. Pour analyser une info. Je remonte mes chaussettes, je remonte la montagne à cheval, je remonte la rivière, je remonte la source ou je remonte ma montre. Quelle est la réponse? Et oui, la réponse était bien évidemment la source. Quelqu'un a remonté ses chaussettes et évidemment, si vous avez de l'information dans vos chaussettes, ça peut fonctionner, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, question suivante. Alors, lequel est un vrai média? Est-ce qu'il s'agit de Legographie, Nord-Presse, El Manchar, Secret News, Médor ou Rex? Attendez, voilà, je vois vos commentaires. Oui, voilà, je les ai ici. Ah oui, là, je vous ai mis 30 secondes. C'est parce qu'il y avait beaucoup de trucs à lire. Voilà, c'est pour aussi avoir une vraie réflexion. Soutenez Médor, c'est très bien d'ailleurs. Voilà, c'est du placement de produits gratuit. Je suis comme ça, je donne. C'est comme ça. C'est dans ma nature. Eh oui, c'était bien, Médor. Bon, après, Nord-Presse aussi est peut-être un vrai média. Hein, mais, ouais. C'est discutable, hein, c'est discutable. Qu'est-ce qu'un vrai média après tout? Mais voilà. Alors, quel réseau social compte le plus de membres? Est-ce qu'il s'agit de Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Skyblog, MySpace ou Pinterest?
Je vous laisse 20 secondes. Désolé, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. C'est encore ce stagiaire non payé qui a mal fait le travail. Comment c'est possible? Je ne comprends jamais pourquoi les stagiaires, les gens qu'on ne paye pas travaillent mal. C'est bizarre, hein, quand même. Très, très bizarre. Très, très bizarre. Je lui avais dit mes 15 secondes partout, mais il ne l'a pas fait. Et en plus, je m'invente des stagiaires parce que je n'ai pas de stagiaire. Hein, je suis tout seul. Hein. Et oui, bonne réponse, c'est bien Facebook. Alors ici c'est une question où vous allez avoir plus de points si vous répondez vite. Quel biais cognitif n'existe pas? Ah ah, c'est une excellente question. Est-ce que c'est le biais de croyance, le biais de confirmation, le biais de supportativité, le biais pro-innovation, le biais du professeur Raoult? Attention, le biais pro-innovation existe, je vous le dis. Désolé d'avoir dit un peu tard, mais on n'en a pas parlé, mais il existe. On n'en a pas parlé, mais il existe. Eh oui, bien joué pour le biais de supportativité, le biais du professeur Raoult. Vous êtes assez fort, hein, vous êtes très très fort. Hein. Par contre, le biais du professeur Raoult existera peut-être un jour. Alors ici, c'est une question drôle. Ça n'a aucun rapport avec la formation. Monsieur et Madame Honnête ont une fille. Est-ce qu'il s'agit de Marlène, de Charlotte, de Cathy, de Camille, de Colline ou de Sarah? Monsieur et Madame Honnête ont une fille. De qui puisse-t-il bien s'agir? Monsieur et Madame Camille. Oh, merde, j'ai donné la réponse. Oh là là, Monsieur et Madame Honnête ont une fille. Ah là là, ce n'est pas c'est un métier hein, d'animer des quiz. Hein. C'est un métier. Et oui, la réponse est bien Camille Honnête. Voilà. Question suivante. Qui avait annoncé en premier l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès? S'agissait-il du Monde, du Gorafi, de Mediapart, du Parisien, du Petit Marseillais ou de Libération? Et la bonne réponse, je suis sûr que certains ont répondu le Gorafi. La bonne réponse, c'était bien le Parisien. C'était bien le Parisien. Par contre, Nord-Presse l'avait annoncé avant. Ça, je n'ai pas dit parce que c'était pas, bon, c'est pas du jeu, quoi. Question 7 sur 13. Question 7 sur 13. Comment s'appelle ce YouTuber? Ah, ça, c'est une question dont je ne vais pas parler. C'est pour voir si vous connaissez un petit peu les YouTubers qui font un peu de l'esprit critique. Est-ce qu'il s'appelle Michel? Est-ce qu'il s'appelle des fakes ou pas? Est-ce qu'il s'appelle Defecator? Est-ce qu'il s'appelle Hygiène mentale ou la tronche en biais? Il a la particularité d'avoir une grosse voix comme ça et un masque. Et il s'agissait bien sûr de Defecator. Question suivante. Question 8 sur 13. Comment s'appelle la pratique qui consiste à trafiquer des résultats Google pour troller? Alors ça, je n'en ai pas parlé. C'est une petite question supplémentaire. Désolé, c'est comme ça. Est-ce que ça s'appelle le Google Catching, faire le Google, Google Snacking, Google Bombing ou Apple Pie? Alors, le Google Bombing, qui est donc la réponse, ça consiste en fait à aller orienter des résultats pour permettre d'afficher certaines choses en premier truc. Par exemple, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils avaient réussi à mettre que quand tu tapais petit con, machin, ça tombait sur Nicolas Sarkozy. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Ça permet de parfois se des blagues, quoi. Voilà, en gros. Mais ça sert aussi, évidemment, aussi à des vocations de désinformation, etc. C'est du référencement, tout simplement. Alors ici, il fallait être observateur au tout début. Quelle était la couleur de la robe de Loana qu'on a annoncé morte et qui ne l'était pas? Est-ce qu'elle était bleue et noire, sa robe? Est-ce qu'elle était blanche et dorée? Est-ce qu'elle portait un pull? Ou est-ce que vous savez pas ce que c'est une robe? On m'annonce que Julien Lepers doit partir tout de suite. Julien Lepers, au revoir Julien, au revoir, salut. Allez, je reprends la main, j'ai dégagé Julien. Oui, la robe de Loana était bien blanche et dorée, c'est une bonne réponse. Voici donc le classement. Actuel. Nous avons Émilie qui est première, suivie de Swazik, suivie de Saline, suivie de Courteil, de Robin, de Tatiana, de Sandrine, de Wake Me Up Before You Go. Voilà. Je ne vous montre pas tout le classement, vous le voyez de toute façon. On passe donc aux 4 dernières questions. 4 dernières questions de ce quiz. Accrochez-vous bien. Qu'est-ce qui est le plus viral, se partage le plus? Est-ce qu'il s'agit d'une info putaclic, piège à clic, d'une info directe, claire, choc, ou d'une tarte aux pommes? Bon, une tarte aux pommes se partage aussi, hein, vous me direz, mais c'était pour la blague.
Et oui, l'information directe, claire, choc se partage plus, même si évidemment une info putaclic va permettre de générer plus de clics au début. Et voilà, mais c'est souvent... enfin voilà. Mais évidemment, la réponse est très très résumée, hein, parce qu'une info piège à clic peut être directe et choc et vice-versa. Enfin voilà, bien évidemment. C'était surtout en rapport à ce qu'on avait vu avec Monsieur Vladimir Poutine et les TIC. Comment s'appelle la pratique qui consiste à vendre un produit sans stock en prenant une grosse commission sur la vente sur Internet? C'est un truc dont on parle beaucoup pour le moment aussi, enfin depuis quelques années d'ailleurs. Est-ce que c'est le bird clipping, le stop shopping, le bird making, le drop shipping ou le step talking? Alors le stop shopping, si jamais, c'est un truc que j'ai inventé. C'est un truc très start-up, hein. En fait, j'ai inventé une start-up qui permet d'apprendre aux gens. En fait, ça consiste à s'arrêter quand on fait du shopping. Voilà, vous arrêtez, vous méditez un peu au milieu des rayons du magasin. Je donne des formations là-dessus aussi. Voilà. En fait, il suffit de s'arrêter dans le rayon. Pas compliqué. Comment s'appelle l'outil de vérification du journal Le Monde? Ça je vous l'ai montré. Est-ce qu'il s'agit de Freezer, Faki, Decodex, Skrillex, le Chiarex ou Jean Castex? Et nous allons donc arriver à la dernière question. Je pense que nous allons arriver à la dernière question et que vous êtes toujours là, vous êtes restés jusqu'au bout. Pourtant, ça a duré quasiment plus d'une heure et demie. C'est magnifique. Et oui, c'est bien Decodex et non à celui qui a répondu, Jean Castex. Ce n'est pas l'outil de vérification du journal Le Monde. Les Français ne savent pas bien à quoi sert Jean Castex, mais en tout cas, il n'est pas l'outil de vérification du journal Le Monde. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, question 13 sur 13. Qui possède la première régie publicitaire du monde? Je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez deviner, évidemment, si vous ne savez pas. Est-ce que c'est Yahoo, DuckDuckGo, Microsoft, Google, Jean-Marie Bigard ou Otakos? Et ça sera la dernière question. Et nous couronnerons ensuite d'une couronne virtuelle magnifique que je tiens ici entre mes mains. Je ne sais pas si vous la voyez. Seuls les gens un peu intelligents peuvent l'avoir, hein, cette couronne. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme des habits neufs qu'un empereur portait à une époque. Il n'y a que les gens très, très intelligents qui peuvent l'avoir. Regardez, je la mets un peu sur ma tête. Voilà. Si vous avez un truc à dire avant les résultats, pour dire bon week-end, merci. Oh, qu'est-ce que tu imites bien, Jean-Marie Lepers. Jean-Marie Lepers. Julien Lepers. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. J'ai un site internet vincentflibustier.com si vous voulez me commander, si vous me voulez dans votre école, votre association, tout ça. Mais avant tout, enfin voilà. Je voulais aussi très, très content d'avoir fait ceci pour le CIAI. On va donc passer aux résultats dans quelques instants. Et puis après, si vous avez des questions, des réponses et tout ça, je suis là. Je suis là. Je reste là. Je peux même prendre des têtes bizarres et tout et faire des trucs incroyables. Je n'ai pas encore décidé quoi, mais donc voilà, cette couronne, je la retire de ma tête ici. Je vais la poser sur mon bureau. Et alors, on va regarder qui est le grand gagnant ou la grande gagnante. Et le grand gagnant ou la grande gagnante, je ne sais pas, c'est un prénom, Nous avons 3 gagnants. Mais c'est incroyable. Merde, je n'ai pas prévu ça. Alerte. J'ai besoin de 3 couronnes. Merde. Je n'ai qu'une couronne, j'en ai qu'une. Bon, ben écoutez, vous êtes 3. Vous aurez droit à avoir cette couronne 4 mois chacun. Émilie, Soisig et Saline. Vous aurez, Saline, j'imagine, vous aurez chacun cette couronne pendant 4 mois. Je vous remercie. Félicitations à vous. Et alors, je vais juste remettre ici bonne journée à ceux qui s'en vont, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même long. Hein. Il y avait beaucoup de trucs. Je vais juste remettre ici ceci. Voilà. Attendez. Hop. Voilà, juste pour terminer, voilà, moi j'ai terminé, je reste disponible ici, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole, si Madame de Sissi ou une des Émilie du CAI ou quelqu'un veut poser une question ou quelqu'un veut une recette de tarte aux pommes ou des trucs comme ça, moi je suis là. Vous nous avez parlé d'un livre tout à l'heure. Bonjour Vincent, merci pour Bonjour. l'information. On en a eu plein croustillantes. Alors je suis très contente de voir que ça a été enregistré parce que j'ai tenté de prendre des notes au début, mais vous dites tellement de choses intéressantes que j'ai eu du mal à suivre. Au bout d'un moment, j'ai lâché et j'ai préféré me concentrer sur ce que vous disiez. Mais à un moment donné, vous nous avez montré un livre comme ça et je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus. Ah oui, non, ça c'est juste mon livre, c'est un peu nul, hein.
C'est pas, c'est juste un livre que j'ai fait. C'est qui parle en fait là? C'est Cad. Attendez, je vais essayer de mettre Ouais, parce que je vous vois pas en grand, mais Attendez. c'est à cause de ce truc de. Super. Limite, vous savez quoi, je peux arrêter le partage d'écran, peut-être comme ça on se voit mieux. Ouais. Non, mais ça y est, moi je vous vois. Je sais pas si vous me voyez, mais en fait, Ah oui, je vous vois. vous nous Oui. avez Ah oui, non, montré- ça c'est le livre Nord-Presse avec plein de vieilles infos. Enfin voilà, il y a pas, c'est pas un manuel. Par contre, je dois refaire. Je manque de temps malheureusement et le Covid m'a beaucoup impacté, mais normalement pour l'année prochaine, j'aurai un vrai manuel, un petit peu avec tout ce que vous voyez ici en fait. Et voilà, mais voilà, moi, je n'ai pas de manuel directement. Par contre, vous pouvez trouver pas mal de ressources intéressantes à ce niveau-là, notamment sur le site du CSEM, donc le Centre supérieur pour l'éducation aux médias. Voilà, donc il y a notamment un livre sur l'intox, etc., qui a été fait par Média Animation et qui est pas mal pour le coup, je trouve, parce que je ne suis pas toujours fan de ce qui est fait dans ce genre de truc, mais là, je le trouve pas mal du tout. Et voilà, non, ça, sinon, c'est vraiment le bête livre des meilleurs canulars de Nord-Presse. Voilà, c'était tout. Ben, c'est sympa. Mais c'est vrai que je trouve que personnellement, mais moi-même, j'en fais partie parce que moi-même, en fait, je manque de. J'ai pas une formation là-dedans de base, mais c'est vrai que du coup, j'ai du mal un peu à m'organiser et à faire un vrai manuel. Et j'ai vraiment envie de le faire, mais je suis un peu tout seul. Et du coup, je suis un peu tout faire tout seul. Mais c'est vrai qu'il manque. Sinon, j'ai déjà aussi travaillé. Et ce qui est pas mal dans le genre manuel aussi, c'est toute la collection chez les collections Erasme, chez les éditions Erasme, Parcours et moi, pour les 4e, 5e et 6e secondaires. Il y en a un sur chaque année, je crois, sur l'esprit critique et l'info sur Internet, et c'est assez bien foutu. C'est pas très très cher en plus, hein, c'est un petit machin. Et ça, c'est assez bien fichu. Mais c'est vrai qu'en fait, on manque vraiment de ressources, en fait. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut trouver plic-ploc, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver une formation toute faite ou un livre tout fait qui résume tout. Et voilà. Et alors, j'ai ici Véronique qui demande si une conférence en bibliothèque, c'est possible. Oui, moi, je vais où on me dit de venir. Voilà. Merci. Merci à vous. En tout cas, c'est très intéressant parce que aux personnes qui connaissaient bien, qui étaient experts et qui avaient tendance à vendre plutôt les autres, et puis ceux qui ne savent pas grand-chose et qui ont tendance à dire qu'ils en savent long. Vous nous avez fait un bel exemple parce que vous connaissez énormément de choses, vous avez l'air d'être expert en la matière, mais votre livre, non, on l'a vu comme ça vite fait. Hein. Mais vous nous avez parlé des livres. Ouais, oui, et moi-même, après, je pense que moi-même, on surestime tous parfois nos capacités sur certains sujets, hein, c'est certain. Bonjour Vincent, je ne sais pas si c'est le moment de poser des questions ou pas, mais j'en aurais une pour toi, ou en tout cas, juste comme ça, c'est juste avoir un aperçu de ce que tu penses des nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle et notamment de la fake news. Est-ce que ça nous aidera à discerner ça? Est-ce qu'il y aura une sorte d'automatisation qui se passera ou pas? Ou voilà, juste avoir des pensées au niveau de cela. Je te remercie. C'est qui a posé la question? C'est Valentin? C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ok, merci, c'était juste pour voir. Justement, sur ce genre de questions, je m'y connais pas assez pour vraiment donner un avis que je trouve super valable. Mais si je dois quand même le donner, je sais pas en fait. Vraiment, et d'ailleurs c'est un des trucs que j'ai oublié de vous dire et que je pense super important. Je trouve ça super bien de dire je sais pas. Je trouve que c'est un truc qu'on n'entend pas assez dans la bouche des politiques, etc. En général, moi je suis inquiet, c'est sûr, parce qu'en fait j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, je le vois depuis plusieurs années, comme je vous parlais de la modération sur Internet par exemple, qu'on a tendance, comme dans tout dans la société, à chercher des solutions sécuritaires faciles qui font que guérir en surface des pansements plutôt qu'aller au fond du problème. Et je pense que notamment les GAFA et sur pression des États, en fait, hein, parce que Facebook, à la base, à part pour la pédopornographie, etc., ils s'en fichent qu'il y ait des fausses informations sur son réseau. Il n'y a
plein d'arnaques. Enfin, je veux dire, ça rapporte. Hein. Ils s'en fichent complètement. Mais les États ont fait beaucoup pression sur les réseaux sociaux pour automatiser beaucoup de choses. Et notamment, en 2016, après la victoire de Donald Trump, il y a eu une énorme vague de suppression de contenu faux, de contenu conspirationniste, etc. Et il se fait que, comme par hasard, il y a énormément de pages, notamment d'extrême gauche, mais bon, des gens totalement, je veux dire, respectables, hein, rien d'illégal, rien de dangereux, mais qui bizarrement ont été aussi bannis de Facebook à ce moment-là. Pareil sur Google, on a des sites de la gauche américaine écologiste, par exemple, qui ont vu leur contenu déréférencé parce qu'en fait, ils ont été assimilés à des terroristes d'extrême droite, quoi. Je veux dire, des gens, bon, après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais comme Extinction Rebellion, etc., sont des mouvements qui peuvent être assimilés par certains à du terrorisme ou à une forme de soft terrorisme. Et je pense que ce qui est assez dangereux dans le renforcement de l'arsenal législatif et technologique, c'est qu'en fait, ça peut sembler une super solution facile. Entre des bonnes mains, je suis assez pour, mais on ne sait pas entre qui ces outils sont. Déjà, on ne sait pas qui a les mains sur ces outils, mais en plus, si ces outils arrivent aux mains de gens vraiment dangereux, là, ça va devenir vraiment un vrai problème. Je pense que je sais pas trop quoi penser. Je pense qu'en tout cas, le meilleur truc qu'on ait à faire, c'est à devoir le moins possible se reposer sur la technologie pour nous permettre de réfléchir, quoi, parce que l'intelligence artificielle déjà est un terme un peu galvaudé, hein, parce que bien souvent, c'est des bêtes algorithmes. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, l'intelligence artificielle, en fait. Hein. Mais même l'intelligence artificielle douce, ou je ne sais plus si on dit douce, légère, je ne me souviens plus bien du terme, je vous dis, je ne suis pas expert là-dedans, a tendance finalement aussi à réduire le spectre de l'information. Et je pense qu'il y a certaines forces qui sont des forces de l'argent, des forces qui n'ont pas envie que les gens réfléchissent, qui préfèrent à ce qu'on ait de la censure plutôt que de l'éducation. Parce que ce que vous voyez ici et que je présente ici, et que tous les gens qui font de l'éducation aux médias, aux fake news et aux réseaux sociaux présentent, c'est aussi finalement des armes de défense intellectuelle contre la publicité, contre le marketing. Parce que finalement, les biais cognitifs, c'est exactement les mêmes ressorts que le marketing utilise, que les diffuseurs de fausses informations. Donc je pense que sans que ça soit un grand complot organisé, on a aussi un manque de volonté. Tous les gens qui travaillent dans l'éducation ou l'associative le savent. Hein, les différents pouvoirs, quels qu'ils soient, bien souvent préfèrent renforcer le monde économique que le monde associatif et de l'éducation. Et on est dans des pays où les profs sont les plus mal payés au monde et c'est dramatique en fait. Et je pense que en plus, quand on voit autour du Covid et toutes les conneries qu'on peut lire, on est vraiment en train de payer le manque d'investissement dans l'éducation, dans des médias de qualité. On est en train de récolter tout ce qu'on a semé, en fait. Et je pense qu'il est vraiment urgent de semer d'autres choses. Et je vois dans les commentaires Daniel Fernandez, et c'est vrai que c'est une excellente ressource, qui parle du numéro de Manière de voir, donc le hors-série du Monde diplomatique, qui s'appelle Fake News, une fausse pandémie, que je trouve excellent. Parce qu'en fait, là aussi, c'est un truc dans lequel je ne suis pas rentré aujourd'hui, par manque de temps, mais les pouvoirs se servent aussi des fausses informations pour censurer, clairement. Ils ont tendance à exagérer la pandémie de fausses informations, je le pense fortement, et ils ont tendance surtout à exagérer leur responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que personnellement, je pense vraiment que Trump n'a pas été élu. D'ailleurs, je ne sais pas que je le pense, hein, c'est que c'est prouvé. Je peux vous envoyer le lien vers les études en question. Trump n'a pas été élu spécialement à cause des fausses informations. Il a été élu parce que les gens sont défiants de tout un système politique. Et certes, certains sont réfugiés dans des fausses infos, mais je pense vraiment que si on arrivait à rendre confiance aux gens en nos médias et nos politiques, d'ailleurs, en commençant via le fait que les médias et les politiques soient capables d'assumer leurs erreurs, de se blanchir un petit peu, c'est-à-dire d'être un petit peu moins pourris par la corruption, par le lien qu'ils ont avec les publicitaires. Quand je parle de corruption, c'est ça. Hein. C'est leur lien avec le monde de la publicité et donc de l'argent. L'information s'en porterait bien mieux. Parce qu'aujourd'hui, le premier client d'un média, ce ne sont pas ses lecteurs, ce sont ses annonceurs.
Et quand je dis un média, c'est la plupart des médias. Évidemment, heureusement, il y a des médias tels que justement Médor, le Canard enchaîné en France, le Monde Diplo, qui ne fonctionnent pas du tout avec de la publicité ou très peu, et qui du coup fatalement ont une seule personne, enfin un seul groupe de personnes à qui rendre des comptes, c'est à leurs lecteurs, c'est pas à leurs annonceurs. Aujourd'hui, quand vous prenez un journal comme le journal Le Soir en Belgique, c'est une estimation que j'avais fait il y a quelques années. Il y a à peu près 2/3 à 3/4 de leurs revenus qui viennent de la publicité pour un quart ou un petit peu moins d'un quart des abonnements et des ventes. Donc, c'est-à-dire qu'avant tout, Le Soir peut perdre 20% de ses abonnés, il ne peut pas perdre 20% de ses annonceurs. Donc, fatalement, on peut se demander légitimement, je le pense, pour qui travaillent ces médias. Et du coup, peut-être, nous, c'est leur droit, hein. Je veux dire, il ne faut pas les interdire tout ça, hein, mais loin de là. Mais c'est notre droit de nous dire, tiens, est-ce qu'on réorienterait pas notre temps de cerveau disponible, comme on dit, notre argent, vers des médias qui me doivent des choses à moi. Et c'est pour ça que je pense que finalement, je suis assez enthousiaste de la génération qui vient aujourd'hui. Enfin, on est dedans, hein. Je ne me considère pas encore comme un vieux con. C'est qu'on a tous plus tendance, par exemple, à aller donner un peu d'argent sur Tipeee à des personnes, sur Patreon, à financer des crowdfunding pour des documentaires qui nous plaisent, et finalement à encourager des contenus qu'on trouve intéressants pour pouvoir permettre à des créateurs de ne pas être complètement tenus par les rênes du fric, parce que quand vous voyez tout simplement le poids, par exemple, du lobby automobile dans la publicité, ça représente pas loin de 40% des pubs qu'on voit dans les médias papier, par exemple. On peut difficilement se dire que le traitement du marché automobile est neutre quand 40% des 2/3 des médias, donc c'est-à-dire à peu près 20% des revenus des médias, de certains journaux, vient du marché de la bagnole, quoi. Donc on peut légitimement se dire qu'il y a peut-être un petit conflit d'intérêts sur certains sujets. Et voilà, j'arrête pas de parler, mais bref, voilà. Merci pour et là aussi, je veux juste dire un truc, c'est que je suis un militant. Je suis un militant, pas spécialement, j'ai voulu aller chez Écolo à un moment, je veux dire, voilà, je suis pas un militant spécialement dans une idéologie, mais je suis un militant là-dessus. Je pense qu'en fait, l'éducation aux médias, ce que je reproche à pas mal d'acteurs du milieu, c'est que pour moi, l'éducation aux médias, c'est un combat. C'est vraiment, on est comme des... Il y a le feu, en fait. Il y a vraiment le feu. C'est comme sur le réchauffement climatique, c'est comme sur le racisme, c'est comme sur tout un tas de questions aujourd'hui. On ne doit pas se contenter d'être des fonctionnaires là-dedans. C'est grave, en fait, ce qui se passe. Et du coup, il y a besoin de refinancement, il y a besoin qu'on se rende compte que c'est notre avenir qui est en jeu. C'est pas juste un cours comme un autre, un truc comme un autre. C'est vraiment le cœur de notre société, l'esprit critique. Parce que sinon, si on ne redonne pas de l'esprit critique aux gens, on va laisser le pouvoir à tous les populistes et à tous les fous, les dingues et les plus dangereux, quoi. Et je pense vraiment qu'on doit se battre, quoi. Et comme dit Linda ici, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Tout à fait. C'est ça, en fait, le problème aujourd'hui, hein. C'est que dans un média, la plupart des médias traditionnels, vous êtes le produit et le client, c'est l'annonceur. Vous n'êtes pas le client du média. Vous êtes le produit de ce média pour l'annonceur. Et c'est pas agréable quand même d'être un produit. Je pense que c'est une phrase que tout le monde connaît. Pour autant, on s'en rend pas tant compte que ça. Mais en tout cas, je pense que si je peux dire un truc, et je pense que j'ai le droit de dire ça, j'espère, parce que de toute façon, enfin, voilà, votez pour des gens qui soutiennent le milieu associatif et éducatif, parce que c'est vraiment ce dont on a le plus besoin, et la santé. Le reste est accessoire, comme le disait Churchill à un moment, pourquoi est-ce qu'on se bat, machin, si on ne se bat pas pour la culture, pourquoi est-ce qu'on se bat? Il en est de même pour la culture, l'éducation et la sensibilisation à des sujets importants, quoi. Voilà. Et merci à tous les gens qui travaillent là-dedans, à tous les profs, et je suis tellement dépité de voir tous les jours à quel point on considère mal finalement les personnes qui sont certainement les plus importantes dans notre société et que on met tellement en avant les top managers, les machins, ce genre de choses, alors que c'est quand la dernière fois que vous avez vu un prof en une d'un magazine, quoi. Voilà. Bref, c'est un peu bateau à dire, mais pourtant, vous voyez, c'est vrai, quoi. On en a vu des managers à la con qui se retrouvent, vous voyez, 2 ans après, grosse faillite, machin, qui disparaissent et qui ne sont plus rien. Mais je veux dire, allez, la présidente d'une association, de machin, de quelque chose vraiment d'important. On ne met pas assez ces gens-là en avant dans nos médias. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que les gens soient aussi défiants de tout ça, quoi. Parce que
l'importance qu'on donne aux choses. Et d'ailleurs, enfin, c'est un truc comme ça qui est accessoire aussi, hein. Pour vous dire, si vous pouvez faire attention à ça, c'est assez intéressant. Quand vous voyez dans les magazines économiques aujourd'hui, quand il y a des interviews de certaines personnes qui sont mises en couverture, etc., bien souvent, c'est du public reportage. Donc, c'est-à-dire que le patron de BMW, par exemple, a payé de la publicité dans le journal. Alors, évidemment, ils essayent que ça ne se voit pas trop, hein. Donc, parfois, il y a beaucoup de pubs le journal de la semaine avant. Et dans la semaine suivante, il y a comme par hasard une interview. C'est quelque chose qui se fait très, très souvent. Vous avez par exemple en France aussi la chaîne BFM Business. Pour vous dire, ils ont une émission, ils font venir des startups pour montrer des nouveaux projets, des nouveaux produits. Cette émission est payante en fait. C'est un gros encart publicitaire. Il faut payer 50 000 euros. Il faut acheter de la pub sur la chaîne pour ensuite avoir le droit d'être interviewé. Et alors évidemment, quand ils vous interviewent, ils vous disent qu'ils vont pas critiquer votre produit, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on trouve de plus en plus souvent de manière déguisée dans la presse, qui est illégal, hein, parce que normalement le placement de produits et le public reportage doit être signalé. Mais en fait, il se faufile dans un petit peu un genre de vide juridique et d'un vide moral, qui est de dire que si au mois d'avril, on a mis de la publicité pour BMW et qu'on interviewe son patron le mois suivant, c'est pas du public rédactionnel, parce que c'est pas le même mois, quoi, vous voyez. Alors qu'en fait, l'interview a été générée parce qu'il y avait de la publicité. Et pour vous dire, je travaille aussi, j'en fais pas la pub parce que ça n'a rien à voir, et voilà, et surtout j'en ferai pas la pub parce que j'ai assez de clients. Je travaille un peu comme consultant pour des trucs web, etc. parce que voilà, pour quelques sociétés. Donc je gère un peu les comptes réseaux sociaux de quelques petites sociétés, notamment dans le milieu culturel, événementiel, tout ça. Mais je reçois régulièrement des invitations de certains médias. Notamment économiques, hein. Je ne vais pas citer les noms, enfin j'en cite plusieurs comme ça vous voyez, enfin non j'en cite pas, voilà, des médias un peu économiques qui nous disent si vous voulez, tiens, on a un super truc, c'est un pack publicité plus interview, et donc ils te proposent pour 20 000 euros de prendre une page de pub et le mois suivant tu as le droit à ton interview dans le magazine. C'est dommageable pour l'information en général, ce genre de pratique, et ça a tendance à se généraliser de plus en plus, voilà, malheureusement. Ça fait 2 heures qu'on est là, dites. Oh là là. Oui, je propose que... Moi, ça va, j'ai du temps. Si quelqu'un souhaite encore réagir ou poser une dernière question, sinon je propose... Je dis encore merci à Madame de Sissi, Émilie, aux Émilie, tout ça. Vraiment, j'espère que vous êtes contents de mon intervention. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir travaillé avec vous parce qu'en plus, mon tout premier boulot, je travaillais chez Infor Jeune Namur et j'étais à quelques réunions chez vous au CAI à l'époque. Ça fait très, très longtemps. Et du coup, comme quoi, quasiment 10 ans après, je fais un truc pour le CAI. Je trouve ça cool. Voilà. Mais non, merci à toi d'avoir répondu. Présent. Tu veux dire quelque chose, Benoît? Non, comme il remerciait, je remerciais aussi. Tout le monde va se remercier. C'était très intéressant, très riche. Super. Et puis remercier aussi tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont répondu présent à cette invitation. En tout cas, au nom des partenaires organisateurs du salon et au nom du CAI, on espère que vous repartez avec des éléments intéressants pour vous-même, pour votre public, vos élèves. En tout cas, que vous avez passé un bon moment. Nous c'est le cas. Donc, je rappelle... oui, juste un dernier truc, tant que j'y pense comme ça. Peut-être dans le replay, il y aura les replays sur YouTube, hein, c'est ça? Je vous donnerai alors à ce moment-là, mais je vais voir ça avec Émilie Selec. Je vais lui envoyer le lien du PowerPoint, comme ça on le mettra peut-être en description là ou quoi. Comme ça, les gens, si vous voulez le récupérer, vous pouvez le récupérer là. Il y a des photos et des trucs comme ça qui sont peut-être pas libres de droit, vous vous débrouillez, mais je veux dire, tout mon contenu, vous pouvez le prendre. Moi, je suis mode copyleft, tout ça. Faites-vous plaisir, quoi. Modifiez-le, faites-en ce que vous voulez, quoi. Voilà. C'était juste pour dire ça. Je me tais maintenant. Non, pas de souci. Donc, effectivement, si vous avez envie de revoir la conférence ou si vos collègues ont envie de revoir, donc elle sera disponible sur la page Facebook du Salon des outils, je pense sur le site internet également. En dehors de cette rediffusion, on vous invite vraiment à aller visiter le site du Salon des outils pédagogiques parce que d'habitude, il y a des stands
où vous avez l'occasion de découvrir des outils pédagogiques. Ici, ce n'est pas le cas malheureusement avec ce contexte sanitaire, mais néanmoins, il existe des présentations des créateurs d'outils pédagogiques qui peinent effectivement à rendre visible leur création. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a des nouveautés. Il y a également des séances découvertes. Je pense qu'il reste encore quelques places dans les découvertes. Et alors, ça dure jusque quand le salon? Jusque demain. Ah, Demain, ok, ça va. Parce que je vais aller voir aussi, du coup. Je vais regarder super. un peu. Merci beaucoup. Et alors, enfin, pour ceux qui connaissent le salon et les activités du CAI, vous avez reçu ou vous recevrez une évaluation par mail. On vous encourage vraiment à la remplir, on en tient compte. C'est pas, vous ne le faites pas pour rien et ça nous permet vraiment d'améliorer les prochaines éditions. Voilà. Et je pense aussi que si vous souhaitez faire intervenir Vincent chez vous, je pense qu'il mettra ses coordonnées aussi. Il est très accessible, c'est très facile de travailler avec lui, donc vraiment on vous y encourage. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir les coordonnées de Vincent justement sur le chat là et puis son... Ouais. Attends, oui, pardon. C'est possible. Je t'envoie, mais si jamais, voilà, sinon, attends. Oui, il y a mon site, et alors sinon, attendez, ouais. Je vous mets aussi mon profil Facebook, en fait, là, je réponds, enfin, c'est même limite le plus facile pour me contacter, mais sinon, voilà, sur mon site, il y a un formulaire de contact et des machins comme ça. Voilà. Et le PowerPoint sera disponible sur ici. Tu nous l'envoies ici ou tu nous l'envoies ailleurs, du coup? On va mettre le lien dans la description de la rediffusion, si ça vous va. Oui. Parce que je dois juste le nettoyer d'un truc ou deux. Vous voyez, des machins. Perfectionniste. Ouf, non, ça faut pas. Franchement, ça, c'est vraiment pas un truc qui me correspond. Bon. Bonne fin de merci journée. À vous. Alors. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins, n'hésitez pas aussi à me contacter en privé après, si vous êtes timide ou quoi. Enfin voilà, je suis dispo. Ça va. Voilà. Merci au CAI, à tout le monde. Merci Madame de Sissi. Encore un tout grand merci aussi. Merci. Surtout, ce fut un plaisir. Ah, moi aussi, un grand plaisir. Merci à vous tous. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.